Jingle. Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensation. Est-ce qu'on est relou à parler pendant les jingles? Pendant tous les jingles, c'est pas grave. Tu vois, sur Comics Outcast, c'est une signature. Ouais, On chante les jingles. On ne veut pas copier sur Comic Outcast. Non, c'est vrai. Par contre, il faut que tu parles plus près du micro. Bonjour. Bon, moi, j'ai un truc à vous avouer. Je suis fan des pubs de merde sur YouTube, des jeux vidéo genre Machin of Dragon. Vous avez jamais vu les pubs à la con? Quoi? Tu sais, où c'est mal doublé, où c'est mal joué. Je vois très bien. Tu vois très bien? Oui, moi je vois très bien. Les trucs d'empereur avec les... Ouais. Et tu sais, c'est genre tu sais, le mec essaie de draguer. T'as combien de millions de puissance? 3 millions? Moi, j'en ai 5. 10 millions, mais comment t'as fait? Et tu sais, avec des voix de merde. T'as jamais vu? Je suis passée à côté, ouais. Et en fait, c'est des pubs que je regarde en entier plusieurs fois. Ah, tu fais pas passer les pubs, toi. Bah si, mais en fait, celles-là, elles sont tellement connes. C'est celui qui c'est tellement refresh la minable. page juste pour voir C'est ma pub préférée. Et c'est marrant parce que c'est toujours les mêmes doubleurs, c'est toujours les mêmes acteurs américains. Et je sais pas, il y a un petit côté génial dedans. Donc voilà, c'est un petit péché mignon, je voulais vous l'avouer. Et ben voilà, c'était ton coup de cœur. J'ai du mal. Ah non. Tu sais que j'y ai pensé en plus. Mais ouais, c'est pour placer un coup de cœur dans l'intro. Ça, Non, mais je sais pas. En fait, c'est tellement con. Je comprends pas. Enfin, ça devrait pas marcher. Ça te prend. C'est vraiment débile, mais ça marche quoi. Je sais pas si t'en penses. Ça devient des mèmes même parfois d'ailleurs. Ah ouais? Avec des traductions qui vont pas du tout. Oui. Genre la nana qui s'est fait quitter par son mec et la traduction c'est voilà, je deviens fou ou je quittais l'endroit. Enfin, Je quittais. Et alors dans une des dernières, c'est même de la traduction automatique, mais tu sens qu'ils ont mal écrit le mot en français. Donc s'il vous plaît, et ça fait s'il vous plairait. Et c'est nul, mais je sais pas, il y a un petit côté charme quoi. C'est peut-être années 90, j'en sais rien. Mais c'est quoi? C'est des trucs qui sont c'est pour des jeux mobiles à la con, Rise of Dragon, Viking, Vice ou je sais plus quoi. Ok. Ouais. Ok. Bah voilà, faut que tu regardes YouTube avec les pubs. Ouais, je ferai ça ce soir. Voilà. Si vous vous abonnez au Patreon, j'en double une. Oh. Je m'abonne. Ah, j'ai pas dit combien. Si on atteint les 500 pouces bleus. 1 euro. Ouais, c'est ça. Voilà, c'était mon intro, ça te va? Très bien. Tu veux qu'on commence? Maintenant, on peut commencer. Tu veux que je lance le jingle? Ouais, moi j'aime bien parler pendant le jingle. Alors c'est vrai? on peut laisser couler le jingle. Bah vas-y. Et après, on peut parler en même temps. Et après, j'aime bien la glace au chocolat. J'aime bien la pistache. J'aime bien les nouilles. Moi j'aime bien ton univers. La bouffe, tu veux? Ouais. Le Contrecast, c'est quoi? C'est un podcast où j'ai toujours autour de moi de véritables passionnés qui savent nous raconter leurs aventures sur un sujet qui leur a plu ou pas. Vous le savez sans doute désormais, chacun a sa chronique, puis on échange entre nous sur les différents sujets. On commence par le traditionnel tour de table avec celle qui nous revient fraîchement de Lille. Parce que je stalk les gens sur Instagram. Waouh. Eva, comment est-ce que ça va? Eh bah écoute, ça va beaucoup mieux qu'il y a quelques mois. Donc non, ça va très bien. Je suis très contente d'être de retour. Ça faisait, je pense, 3 mois que je t'ai pas venue maintenant. Ah, je sais plus. Je crois que la dernière fois, c'était en janvier, on a fait un épisode, je sais même plus. Oh, janvier? Ouais, bah février, j'étais malade. Non, février, j'étais en déménagement et malade. Je sais plus. Mais en tout cas, février, j'étais malade. Donc c'est celle d'avant encore. Je sais plus quand. Donc très contente d'être de retour. Bon retour. Bon retour, très contente de voir que tout se stabilise. Enfin. Enfin. De quoi est-ce que tu nous parles pour cet épisode? Alors, je vais vous parler d'un livre, cette fois-ci, qui s'appelle « Une saison pour les ombres » de Roger Jeune et Laurie, qui est mon auteur préféré. Mais ça, je vous en parle plus en détail après. Parfait. Voilà. Ça change des intros mystiques qu'on m'a faites jusqu'à présent. On continue avec celui qui lit mes messages, mais décide tout de même de faire de la dissidence et de ne pas répondre à mes doodles. C'est pas parce que tu me regardes intensément que ça va changer quoi que ce soit. C'est intense. Ça va? Je lis tes messages. Tu lis mes messages? Ouais, je lis tes messages. Non, c'est faux. Que tu as son portable et tu es sur la page Steam, je le vois. Ouais, mais je lis quand même tes messages. De quoi est-ce que tu nous parles que tu restes pour cet épisode? De tentacules. Ben, ouais, c'est assez mystique. Comme... Ouais, ça, on aime bien. Mystique. Ça, on aime bien.
On aime bien, ouais. On termine avec celle qui nous met l'ambiance tout le temps, depuis l'épisode dernier, en fait. Célia, comment est-ce que ça va ? Ça va super bien, merci. Et très contente que Eva soit de retour avec nous. Merci. Je peux partir. On envoie de l'amour. Je crois qu'on est en trop que tous. Ouais. Et de quoi est-ce que tu nous parles ? Je parle d'un jeu de société qui devrait parler aux fans de Koh-Lanta. Oh. Et voilà, et c'est le seul jour où jeune couscous n'est pas parmi nous. Voilà. Couscous. Et bien, c'est parti pour le premier sujet. On s'envole là où il fait fret en hostie, où les mines percent la nature hostile et où de vieux démons ressurgissent du passé. Eva, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Avec plaisir. Alors, je préviens juste d'avance, ça va pas être la chronique la plus fun. Mais heureusement, je commence la première. Comme ça, après, on va enchaîner sur des sujets un peu plus légers. Mais voilà, ça me tenait à cœur de vous parler aujourd'hui de Une saison pour les ombres. Alors, c'est un roman dramatique. Je mets dans l'ambiance directement. C'est du thriller à l'état pur. Donc, Roger John Elorey, qui c'est mon auteur préféré. C'est un auteur britannique qui est spécialisé dans les romans policiers et dans les thrillers. Et je l'ai découvert, pour ma part, en 2018, donc il n'y a pas si longtemps. Et je l'ai découvert avec son best-seller, qui est Seul le silence, qui est un livre, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais en tout cas, c'est un livre que j'ai trouvé absolument exceptionnel, que j'ai embarqué avec moi dans les transports en commun, que je ne lâchais plus. Et c'est un livre pourtant qui est sorti en 2009. Donc moi, je l'ai découvert bien plus tardivement. Je voulais vous parler de Seul le silence initialement, parce que c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Mais pour des raisons dont je vais vous parler un peu plus tard, j'ai préféré opter pour Une saison pour les ombres. Alors, juste pour vous faire un petit topo de Seul le silence, parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre Seul le silence et Une saison pour les ombres. Le pitch, donc c'est Joseph qui a 12 ans. Il a 12 ans lorsqu'il y a des tueries en masse de petites filles dans son village en Géorgie. Sympa. Ouais, ça commence bien. Donc là, c'est des meurtres en série dans son petit village. Lui, il est petit, il est concerné, mais plutôt de loin, parce qu'il voit que c'est des filles qui sont tuées. Voilà. Donc il y a des recherches, la police elle cherche pendant des mois et des mois. Il pense avoir trouvé un coupable, il l'arrête, voilà, parce que le coupable, en plus c'est des modes opératoires qui sont toujours les mêmes pour chacun des crimes. Il pense trouver un coupable, donc il arrête. Les gens passent un peu à autre chose, et puis Joseph il grandit, il devient adulte, il s'installe à New York, et il se trouve que il apprend que il y a de nouveau un meurtre qui s'est passé dans son village en Géorgie et que c'est exactement le même mode opératoire que celui des années plus tôt. Donc Joseph, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va retourner dans son village d'enfance pour démasquer le coupable et affronter son passé. Je vous en parlerai en détail après, mais R.J. Elorey part beaucoup, j'ai lu quasiment tous ses livres, c'est beaucoup de je repars dans l'histoire de mon passé, j'affronte mon passé et j'affronte mes démons du passé. C'est beaucoup, il y a beaucoup de ça. Donc, pourquoi j'ai voulu parler plutôt d'une saison pour les ombres aujourd'hui ? Déjà, c'est parce qu'il est plus récent. Il vient de sortir. Il est sorti en janvier dernier. Et c'est un livre que j'ai lu justement à une période où, janvier dernier, j'étais pas au top. Clairement, on m'avait têche de ma coloc actuelle. J'étais un peu en squat chez des amis. Et c'est un livre qui m'a un petit peu aidé à tenir le coup. Ça m'a un peu mis, même si le livre est très triste, ça m'a bizarrement mis dans un état où je me disais, bon, j'aime bien, je sais pas. Je suis contente de voir, j'en mourir. Parce que t'aimes bien les tueries de masse. Alors, je pense que j'aime. Je comprends. C'est pas ce que je veux dire. Par contre, j'ai un très, très fort. J'aime beaucoup tout ce qui est thriller et enquête policière. Donc, ça aide beaucoup. Mais voilà. Donc, c'est un livre qui m'a fait du bien à ce moment-là. Je vous avais prévenu, déjà, c'est une chronique pas très fun. Alors, sorti en janvier 2023, là, le pitch d'une saison pour les ombres. Cette fois-ci, on se retrouve donc à Jasperville. C'est une ville qui est dans le nord-est du Canada. Et ça se passe dans les années en 1972. Donc, la région, elle est qualifiée vraiment dans tout le livre de déserte, de perdue, glaciale, hostile. Vraiment, elle ne donne absolument pas envie de mettre les pieds de près ou de loin à ce village. Vraiment... Genre la Creuse, quoi. T'as vraiment pas envie d'y aller. On t'en parle comme d'une ville où l'hiver dure 8 mois. C'est voilà, l'hiver, pas juste le... Voilà, c'est vraiment... Juste, c'est décrit de manière où déjà,
t'es pas à l'aise. T'es pas à l'aise, tu te dis, putain, les gens qui vivent là-bas, bon. Voilà. La communauté, elle survit grâce au travail dans les mines, donc dans les mines d'acier, et avec des conditions de vie qui sont très difficiles. Il n'y a vraiment rien au-delà du village, c'est vraiment la forêt, des animaux sauvages, donc des ours, des loups. D'ailleurs, comme on peut le voir sur la couverture du livre, on voit un loup. Clairement, on voit un loup avec un paysage enneigé derrière. Il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce qui se passe ? Un peu comme Seul le silence, un jour, on retrouve le corps d'une adolescente. Là, pour le coup, Seul le silence, c'était des enfants. Là, c'est une adolescente. Son corps est retrouvé aux abords de la forêt. Donc, tout laisse supposer que c'est une attaque d'un animal sauvage. Alors, il n'y a rien d'autre, c'est un village où il ne se passe rien. Tout le monde pense que ça peut être que ça. Mais quelques temps plus tard, il y a le corps d'une autre jeune fille qui est retrouvée. Ça, c'est le début. Je vais un petit peu spoiler le livre, mais sans spoiler réellement le fond du livre, parce que je suis obligée de vous parler de quelques petits détails pour vous donner envie de l'acheter, quoi, ou de le lire, tout simplement. Donc là, on fait un bond en avant, et on se retrouve... alors, attendez, juste une seconde. Voilà. On fait un bond en avant et on se retrouve là en 2011, donc plusieurs années plus tard, à Montréal. Le personnage principal, lui, s'appelle Jacques Devreau. C'est un homme qui a grandi du coup dans le village de Jasperville et qui a vécu cette période-là de meurtre. Il était présent à ce moment-là. Bon, c'était un enfant, il était jeune. Il voyait ça un petit peu de loin, mais c'était quand même des jeunes filles qu'il connaissait, parce que dans ce village-là, on connaît tout le monde, c'est pas comme en grande ville. Et donc Jacques Devreau, il est parti de Jasperville. Là, on est à Montréal, et il reçoit un appel. On lui annonce que son petit frère Calvis, il est en garde à vue pour tentative de meurtre. Lui qui a toujours été très proche de son petit frère, il se dit bon, là je peux pas le laisser dans cet état, il faut absolument que je retourne à Jasperville. J'ai pas du tout envie de le faire, mais je vais retourner là-bas pour voir ce qui s'est passé. Comment c'est possible que mon petit frère, qui ne fait pas de mal à une mouche, ait pu être suspecté en prison, quoi. Donc il va retourner sur les lieux de son enfance 26 ans plus tard, et il va découvrir à ce moment-là que l'assassin, en fait, il continue de frapper. Donc et c'est là où on parle d'affronter ses démons du passé, parce que c'est un passé en fait qu'il avait tenté d'enterrer. Clairement, c'est là où je vais devoir rentrer un peu plus dans les détails. Donc, juste petite parenthèse sur Hergé et Laurie. Hergé et Laurie, pardon, ils présentent des personnages qui sont très souvent meurtris. Ouais, vraiment meurtris par la vie. C'est des personnages qui sont déchirés. C'est des personnages à qui il est arrivé quelque chose de sombre et qui essayent malgré tout de tenir debout, et qui essayent de construire un futur quand même stable, malgré ce qui leur est arrivé. Donc là, pour le coup, voilà, je reviendrai après là-dessus, mais on revient du côté de Jacques. Jacques, lui, il avait tout laissé derrière lui. Son passé, en fait, pour lui, c'était enterré. Il avait un père alcoolique, il avait un grand-père qui perdait toute sa tête, il avait un petit frère de 12 ans, sage, mais voilà. Donc c'était vraiment son seul support émotionnel, ce qui lui faisait tenir. Et puis, il avait quand même un petit crush, un petit début d'amour, qui s'appelait Karine, une fille de son âge. Mais il a quand même décidé... Alors, il avait l'ombre de sa mère et de ses sœurs, parce que les deux se sont suicidés quelques années auparavant. Donc, très bonne ambiance. Voilà, ambiance totale. Donc voilà, 26 ans plus tard, hop, il revient à Jasperville. Et il se dit, bon, je vais aider mon frère, ça va être rapide. Je vais venir, je vais aider, je vais sortir de la situation, et puis je vais pouvoir refaire ma vie tranquillement. Je vais rentrer chez moi, je vais rentrer à Montréal. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Donc déjà, il va devoir affronter aussi son amour de jeunesse, qu'il avait abandonné aussi à cette époque-là où il s'est enfui. Parce qu'il s'était enfui. Clairement, il s'était enfui, il avait laissé derrière lui son petit frère, et il avait laissé derrière lui son amour de jeunesse. Donc, pour revenir un peu sur Jasperville, Jasperville, en fait, dans l'histoire, elle est décrite comme Desperville, en fait. L'inverse de Jesperville. Un petit jeu de mots. Voilà. Les gens même du village la qualifiaient comme ça, tellement c'est une ville où on n'a pas envie de vivre, quoi. Et dans le livre, Laurie, il personnifie le village. On a l'impression que c'est un personnage, quoi. La ville, elle est très présente. Elle est vraiment dans tout le roman. On a l'impression que le froid, il nous pénètre. On a froid quand on lit. On se sent pas bien. C'est tout le temps sombre en plus. Forcément hiver, donc voilà. Et on n'a pas envie de vivre là-bas. Et comme dit Hergé et Laurie, parce que je vous raconterai à la fin, mais il y a une interview, j'ai assisté à une interview. Tu peux pas vivre là-bas sans finir alcoolique ou dépressive, quoi. Voilà. Parce que forcément, tu as envie de te réchauffer tout le temps et du coup, tu bois.
Donc, l'intrigue du roman, elle est vraiment très, très bien montée. Donc, pendant la moitié du livre, pendant tout le livre, pardon, on est sur une double temporalité. C'est-à-dire qu'on est sur le présent, on est avec Jacques qui retourne à Jasperville. Et puis, le chapitre d'après, hop, on rebascule 26 ans plus tôt, ce qui s'est passé à ce moment-là à Jasperville. Et un chapitre présent, un chapitre passé, en fait. Ce qui nous permet d'avancer dans l'enquête et de savoir ce qui s'est passé à ce moment-là, à cette époque. Parce que tous les dialogues, tous les discours, en fait, ils sont hyper importants. Les liens entre les personnages, ils sont importants. Tout est... Voilà, faut pas s'attendre à un rythme rapide ou effréné. Là, il faut vraiment prendre le temps de découvrir qui sont les personnages, comment ils se sont rapprochés l'un l'autre, qu'est-ce qui leur est arrivé. Et c'est comme ça qu'à la fin, on arrive à la conclusion et qu'on sait ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc là, en fait, voilà, donc c'est un peu des flashbacks, en gros, que Jacques a et qu'on vit en même temps que lui. Et donc, il se pose plein de questions. Est-ce qu'elles ont été tuées par des bêtes, ces filles, finalement ? Est-ce qu'elles ont été tuées par un tueur en série ? Et pour innocenter son frère, lui, il va devoir renouer avec son amour de jeunesse, Karine, qui n'avait jamais quitté le village, qui était restée là depuis 26 ans, parce qu'on ne quitte pas facilement un village comme ça. Même si tout dans le livre te laisse penser que tu veux juste le fuir, les gens qui y vivent se disent « mais je ne peux pas, en fait, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas, j'ai tout, mais ma famille est là. » Enfin, ils sont bloqués. Il y a le thème de la culpabilité qui est très présente dans ce livre, étant donné que Jacques a quitté son frère, a laissé son frère dans un village pourri, clairement, hein, et qu'il a laissé son premier amour alors qu'il lui avait fait une promesse. J'en dirai pas plus pour le coup. Je préfère quand même vous laisser un minimum profiter de ces dialogues. Mais voilà, donc en fait, cette enquête qui est à la base une enquête policière, elle va devenir petit à petit se transformer en enquête personnelle pour se faire pardonner. C'est un livre qui nous capte vraiment dès le début jusqu'au final. Moi, j'ai pas lâché le livre. C'est très noir, par contre. Faut pas regarder ça quand on est dans un mauvais état d'esprit ou très triste, parce que ça risque de nous déprimer encore plus. Mais voilà, donc si on est habitué au genre, il n'y a pas de souci. Chaque protagoniste, comme j'ai dit plus tôt, il a un rôle très important. Et tout passe par la psychologie des personnages, en fait. Pour le coup, la plume de l'auteur, elle est vraiment fluide. Là, il n'y a pas de difficulté à lire. On n'est pas dans des descriptions ultra poussées. C'est tout ce qui est écrit est utile, en fait, pour la compréhension de l'histoire. Et Hergé Laurie est très, très fort pour décortiquer les émotions des personnages. En fait, quand on lit, et c'est ça que je trouve très, très fort avec cet auteur et qui en fait mon auteur préféré, c'est que c'est quelqu'un qui arrive vraiment à nous faire sentir les émotions du personnage et à nous faire sentir de l'empathie, de la mélancolie, vraiment, et on rentre, on a l'impression de vivre la vie du personnage et de comprendre ce qu'il ressent. Pour moi, c'est vraiment l'auteur des romans noirs qui sait le mieux présenter les blessures qui abîment notre enfance et qui font qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Voilà. Donc, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a le procédé qui alterne le présent et le présent du retour de Jack à Jasperville et qui révèle progressivement les choix. Ses choix du passé qui en ont fait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il a la quarantaine passée, hein, et puis il a fait ses choix. Il est là maintenant aujourd'hui avec les choix qu'il a fait, ses erreurs, sa lâcheté, voilà, sa peur, ses remords, sa culpabilité, ses souvenirs, enfin tout ça, toutes ces émotions-là, on peut les vivre avec lui. Donc l'ambiance, elle est vraiment pesante, comme j'ai pu le dire déjà, mais c'est très prenant. Il y a une citation qui est connue, qui m'a marquée plutôt, de ce livre, c'est « Il commençait à comprendre que les fantômes étaient en lui et que même s'il partait au bout du monde, il l'attendrait encore. » Voilà. C'est-à-dire que tu as beau t'échapper, en fait, si tu n'as pas réglé ce que tu as réglé intérieurement ou si tu n'as pas réglé tes soucis, un jour ou l'autre, ça va te retomber dessus. Et puis ça, c'est un livre qui l'illustre extrêmement bien. Donc pour moi, voilà, donc Hergé Laurie, l'auteur des romans noirs qui sait le mieux injecter de l'émotion dans ses récits, en faisant la part belle des blessures qui abîment l'enfance, comme j'ai dit. Et donc, moi, je l'avais acheté, le livre, à une rencontre de dédicace, une séance de dédicace. Là, c'est la partie un petit peu... comme je ne peux pas trop rentrer dans les détails du livre, étant donné que sinon ça va spoiler, c'est pas drôle, je vais vous raconter un peu l'anecdote de Hergé Laurie. Donc, ces dédicaces, elles se passaient à la librairie La Manœuvre, qui est à Bassy. Je ne sais pas si vous la connaissez. Donc moi, en fait, Hergé Laurie, je le suis donc sur les réseaux sociaux depuis 2018, depuis Seul le silence.
Et il m'avait follow back. Il m'avait suivi en retour, ce qui est assez étonnant pour un auteur, mais du coup, il m'avait suivi en retour. Puis j'ai vu le ratio, c'était à peu près, j'ai l'impression qu'il suivait en retour quasiment tous ses abonnés. 4000 abonnés, 4000 abonnements, quoi. Et à l'époque, j'ai commencé à dire, je ne pensais pas qu'il allait me répondre. Hein. Je lui ai dit, voilà, j'ai lu Seul le silence, j'ai beaucoup aimé, merci pour ce livre. Il a répondu, il a retweeté, merci Eva pour ton soutien, etc. Et un jour, j'ai vu un ami qui avait une dédicace de Seul le silence de Hergé Laurie. Et j'étais jalouse. Je me suis dit, oh là là, moi, j'aimerais trop l'avoir moi aussi. Et j'ai répondu sous son tweet, oh là là, j'aimerais trop avoir une dédicace de Hergé Laurie, moi aussi. J'adore Seul le silence, c'est mon roman préféré. Et là, Hergé Laurie m'envoie répond au tweet, parce qu'en fait, il suivait aussi cette personne-là, parce que c'était aussi un lecteur. Et du coup, il a vu notre petit échange et il répond « Envoie-moi un message privé, j'ai une idée ». En anglais, il me parle en anglais. Donc c'est un mec qui écrit sur les tueurs en série, et les disparitions d'enfants, et qui suit tout le monde, et qui... D'accord. Exactement, il n'y a aucun problème. C'est vrai que vu comme ça, moi, je ne le voyais pas comme ça. Mais du coup, il me dit « Envoie-moi un message privé », je lui envoie un message, et il me dit, c'était pendant la période du confinement, donc c'était en 2020. Il me dit, en fait, toutes les dédicaces avaient été annulées, forcément, toutes les séances, etc. Il me dit, envoie-moi ton adresse postale et je vais t'envoyer par la poste. Pas un doigt de lui, mais des dédicaces et une lettre que j'ai amenée. Tu as là, c'était ça que tu avais. Oui, je vous ai amené la jolie lettre de Hergé. Manuscrite en plus. Manuscrite à la main. Qui est très très belle, que je ne peux pas, enfin voilà, mais en tout cas il me remercie sincèrement pour mon soutien, mes encouragements, et puis il m'avait fait 3 petites dédicaces, pas une mais 3, où il me disait merci Eva, mais de 3 manières différentes, hein. Merci Eva pour ton soutien, merci Eva pour ta gentillesse, merci Eva, je ne sais plus exactement, que j'ai mis dans les 3 romans que je préférais de Hergé Laurie. Donc c'était une attention que j'avais trouvée vraiment adorable. C'est pas tout le monde, pas tous les auteurs qui feraient ça, hein. J'ai trouvé ça trop adorable. Et puis dans sa lettre il me dit, j'espère qu'on pourra se voir bientôt, quand les confinements seront terminés, quand les événements reprendront. Et donc là, c'était en 2020, et depuis, je ne l'avais jamais vu. Donc. Et là, pour les séances des dédicaces une saison pour les ombres, c'était la première fois que j'allais le voir, parce que je me suis dit, ah, trop bien. Là. Voilà. Donc je me dis, je vais ramener avec moi le livre de Seul le silence. Ça se trouve, il va se rappeler, comme ça, je lui dirai, tu te rappelles et tout. Oui, tu voulais dire. Ah non, tu voulais dire quelque chose. Et du coup, j'arrive à la séance de dédicace et je le vois arriver. Donc c'est assez marrant parce que c'est. En plus de Twitter, on s'était aussi suivi sur Instagram, parce que c'est la même chose, il fonctionne comme ça aussi. Il follow derrière. Et je ne savais pas s'il allait me reconnaître ou pas. Et en fait, il s'est retourné, il m'a vu, il a fait devant tout le monde. Il était entouré de plein de gens et il fait comme ça. Eva. Et moi, je trouvais ça tellement stylé. J'avoue, c'est stylé. C'est méga stylé. En plus, avec l'élégance british, un peu comme ça. Et je suis genre, yes, you remember me. Et du coup, en fait, en plus, je pouvais pas rester longtemps. J'étais dégoûtée parce qu'on avait une séance de Titanic avec mes petites sœurs derrière. Bref, Titanic, le film que j'ai vu 1 milliard de fois, mais bon. Et mes sœurs, elles m'ont dit, non, il faut qu'on y aille. Donc, on pouvait pas rester longtemps. Donc, je voulais en fait savoir s'ils pouvaient me dédicacer avant de faire la rencontre, en fait, parce qu'il va parler ensuite derrière et des questions, etc. Et je lui ai dit, voilà, est-ce que tu peux me signer rapidement et tout. Et puis ensuite je vais rester un peu à la rencontre, mais à un moment, je vais devoir partir avec mes sœurs et tout. Il l'a fait, il m'a dit, pas de souci, on a pris une photo. Si vous voulez aller voir sur mon compte Twitter, c'est mon tweet épinglé. Vous allez voir la photo avec lui, et puis vous allez voir aussi ses messages privés où il me dit, envoie-moi ton adresse, etc. Donc voilà, j'étais trop contente de le voir, parce que non seulement il m'a reconnue, mais en plus, quand je lui ai montré le livre de Seul le silence avec la dédicace, il m'a dit, évidemment que je m'en souviens, j'ai pas du tout oublié. Et j'ai été hyper touchée, parce qu'il est vraiment très très gentil, cet auteur. Juste par rapport à le fait qu'il fasse des histoires très sombres. J'ai encore une autre anecdote. Faut savoir que Hergé Laurie a eu une enfance extrêmement sombre, mais vraiment très très sombre. J'étais absolument choquée quand j'ai lu ça sur Wikipédia et sur plein d'autres sites, en fait. Donc, il n'a pas connu son père, premièrement. Son grand-père, il est mort noyé. Sa mère, elle est décédée d'une pneumonie quand il avait 7 ans. Putain. Voilà. Sa grand-mère, elle a envoyé à l'orphelinat parce qu'elle ne pouvait pas le gérer, avec son frère. En ressortant, sa grand-mère, elle est décédée 1 semaine ou 2 après qu'il soit rentré de l'orphelinat, quand il avait 16 ans. Il s'est retrouvé seul avec son frère. Ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas d'eau, ils n'avaient pas d'électricité, enfin vraiment une galère. Du coup, ils ont commencé à voler des légumes pour pouvoir se nourrir. Ils ont commencé à voler aussi des poulets. Voilà, ils voulaient manger, quoi. Ils ont été rattrapés par la police et ils ont fait, les 2, 3 mois de prison. Voilà. Donc là, vous voyez, et après, bon, j'ai pas suivi derrière. Hein. Oui, je sais qu'après, il s'est mis à la guitare, il avait une passion pour la musique et pour le rock. Mais en gros, ça met un peu dans l'ambiance. Et justement, pendant la séance des dédicaces,
il y avait une des questions qui avait été posée par le, je sais plus si c'était par le public ou par la personne qui était là pour poser les questions, mais il disait, la personne, en fait, vos personnages principaux sont toujours mélancoliques, c'est toujours des personnages qui affrontent leur passé. Est-ce que et en fait, Hergé Laurie répond, oui, c'est un peu moi, c'est moi. Mes personnages me reflètent en fait. Et j'ai trouvé que ça avait du sens vu son histoire. Finalement, en fait, là, voilà, dans l'histoire, il va sauver son frère. Et puis, quand on voit son passé, oui, il y a la famille, il y a son frère qu'il a essayé de sauver. Et ouais, j'ai trouvé ça assez ouf. Sachant qu'au début, sur le moment, j'ai pas forcément tilté, vu que j'ai écouté ça avant de lire le livre. Mais en lisant le livre, ça faisait sens complètement. Donc voilà, c'est un homme extrêmement gentil, vraiment, qui répond à tout le monde sur les réseaux sociaux. Pour le coup, vraiment tout le monde. Il s'abonne en retour. Voilà, j'ai pu le débriefer même sur Instagram après avoir terminé le livre. Je lui en ai parlé avec lui sur Instagram et tout. Enfin, c'était... je ne vais pas spoiler, mais du coup, il m'a dit, alors, tu t'y attendais ? Non, je ne m'y attendais pas. Et voilà, bon, tout ça pour dire, donnez-lui de la force si le pitch vous a plu. Et allez lire soit Seul le silence ou soit Une saison pour les ombres, en fonction de ce qui vous a le plus tenté. Mais voilà, si vous pouvez lui donner de la force, parce que c'est un très très bon auteur et il écrit très très bien et ses histoires sont vraiment cool malgré tout. Voilà, je sais pas si c'est cool malgré l'ambiance. Enfin, je veux dire, c'est quand même. Moi, j'adore ces livres, quoi. Je suis prise du début à la fin et voilà. C'était ce que c'était. Alors, combien de livres du coup Combien il en a ? Ouais, combien de noms Je sais pas, et je sais pas exactement combien il en a. Je vais pas dire une bêtise. Je pense qu'il en a une bonne vingtaine. Après, moi, je les ai pas tous, mais j'ai une grande partie. J'ai une bonne dizaine de bouquins de Hergé Laurie dans ma bibliothèque. Et sur les 10 bouquins que tu as lus, c'est les mêmes patterns ? Alors, ces deux-là se rapprochent vraiment. Après, ils sont pas tous pareils. Il y en a un qui est plus politique. On en a un autre qui est une histoire d'un père et de sa fille. Un père qui veut protéger sa fille, qui a c'est différent. Ouais. Mais ça reste dans une ambiance soit policière, soit thriller, soit j'ai oublié le terme, espion. Voilà. Okay. Ouais. Soit un peu espion, avec toujours un petit peu de politique. Mais ça reste un peu, voilà, c'est pas toujours la même chose. Après, moi, je pense que j'ai une préférence pour le côté thriller, c'est pour ça que j'ai parlé de ces livres-là. Mais sinon, ils sont tous très, très bons. Il a Papillon de nuit, qui est excellent aussi, qui est pareil, très, très triste. C'est un homme, en fait, qui est condamné à mort. Et du coup, il a tout son livre où il parle de sa vie pour faire sa rédemption, etc. Et puis, c'est vraiment une introspection totale, quoi, de A à Z. Et justement, tu disais, effectivement, il y a une part de lui dans chacun des protagonistes à chaque fois et des bouquins qu'il écrit. Est-ce qu'il y a ce côté, est-ce qu'il est justement, après tant de livres, il n'a pas tendance à tomber un peu dans ces archétypes de personnages préconçus qui ont plus ou moins les mêmes backgrounds ou plus ou moins... Pas vraiment, parce que pour le coup, il y a une grande différence, par exemple, entre Jacques, le personnage de Une saison pour les ombres, et Joseph, qui est le personnage de Seul le silence. Joseph, qui est un personnage beaucoup plus, pas terre à terre, mais déjà un peu moins sensible. C'est-à-dire que Jacques, vraiment, quand il va arriver, il va se confronter à ses sentiments, il va être dans le mal, il va être dans la culpabilité totale. Joseph, c'est autre chose, il est plus déterminé à comprendre ce qui s'est passé, et... C'est d'autres types de personnages. Je n'ai pas senti de lassitude ou de redondance du tout. Pour le coup, là, voilà, je vous ai parlé de ces deux-là parce que c'est les deux qui m'ont énormément plu. Peut-être qu'effectivement, Une saison pour les ombres m'a plu parce qu'il m'a fait penser un petit peu à Hergé, à Seul le silence, qui m'avait énormément plu. Mais sinon, ces autres livres sont différents. Non, c'est pas la même chose. Okay. Et même ces personnages principaux n'ont pas forcément le même caractère ou le même... ça va. Ouais. Célia ? Alors moi j'adore les thrillers déjà, notamment les thrillers psychologiques. Voilà, moi je lis du Tillier, du Chatham, du Coben, enfin voilà. Ça va te plaire, et je n'ai jamais entendu parler de cet auteur et j'ai l'impression que je suis passée à côté de quelque chose d'incroyable, d'une pépite. Donc déjà je m'en veux énormément, premièrement. Tu l'as extrêmement bien vendu, donc à cause de toi, je vais encore devoir acheter des livres, à remplir ma bibliothèque. Mais non, vraiment, en tout cas, les deux synopsis me plaisent et me parlent beaucoup. En plus, le fait de savoir que c'est une personne qui est très à l'écoute, très proche de sa communauté, c'est que du bonus, mais c'est un plus qui donne envie, je trouve, encore plus de se renseigner, de se pencher sur ce genre d'écrit. Et tu as répondu du coup, mais pendant que tu présentais, je me suis justement posé la question s'il n'y avait pas un passif de son côté pour écrire justement ce genre de livre très très sombre. Et donc je ne suis pas du tout étonnée de ta conclusion au final. Et ça rend encore plus
plus plausible, plus fort et plus touchant, je pense, ce genre d'écrit. Donc, je vais clairement me pencher, me renseigner sur Hergé et Laurie. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il est aussi fort, en fait, sur ces mots. Parce que comme il a vécu des choses sombres et tristes, il sait comment peut-être plus les décrire que quelqu'un qui fait de la fiction pour faire de la fiction. Et il y avait quelque chose aussi qu'il avait dit en interview qui était drôle. Il avait dit, alors attention, ne me confondez pas avec Elroy. En général, les gens confondent avec l'auteur Elroy, que tu dois peut-être connaître de nom, qui est aussi un auteur du genre. Il est un peu moins connu, Hergé Laurie, mais quand même, hein, il a sa petite communauté qui grandit un petit peu. Puis quand j'avais fait le tweet, si vous voulez aller voir après, il y a eu beaucoup derrière de réponses de personnes aussi qui disaient trop cool, c'est trop cool ce qu'il a fait, c'est génial, j'ai envie de découvrir cet auteur parce que c'est super sympa de sa part d'avoir envoyé des dédicaces comme ça. Et puis derrière, du coup, il suivait des gens en masse. Je voyais son nombre d'abonnements monter. C'était assez marrant. Mais ouais, donc je suis contente si j'ai réussi à te convaincre. Ouais, vraiment. Merci pour le partage. Quetrus ? Ouais, je suis très hypé. Ouais, ça donne vraiment envie. Merci de l'avoir fait passer avant nos chroniques. On l'assure. Oui, pas de pression. Hein, ça va. Pas de pression. Non, j'aime bien. En plus, moi, je suis assez fasciné par toutes les histoires qui se passent dans, entre guillemets, l'Amérique profonde, en fait. La Working Belt, tout ce genre de trucs. Je trouve qu'il y a un côté fascinant dans ces régions, en tout cas dans ce qu'on nous montre. Tu vois, que ce soit avec des Fargo, avec des True Detective. En comics, l'auteur Jeff Lemire ou Donny Cates aussi, c'est des gens qui sont capables de raconter aussi cette Amérique-là et des histoires de famille assez profondes et des traumatismes. Et je suis assez fan de ça. Je trouve que voilà, quand tu touches à cette psychologie, la rédemption, la culpabilité, il y a beaucoup de choses à faire autour de ça. Et ouais, je suis très hypé. J'avais déjà vu passer le nom de l'auteur, mais j'avais jamais rien lu de lui, donc c'est sûr que je vais lire. Trop bien, je suis contente. C'est bon, tout le monde achète. Et bien, merci Eva pour nous avoir fait découvrir du coup Une saison pour les ombres, qui est un thriller signé par Hergé Laurie, publié aux éditions Sonatine depuis janvier de cette année et disponible pour autour de 25 € chez vos libraires. Dis donc, Quetrus, qu'est-ce que... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est que toute cette brume ? Hein ? Non, parce que je te vois au loin, là, avec ton bateau. Qu'est-ce que tu fais ? Bah, je pêche. Ça se voit, non ? Ça y est, il faut que je commence, c'est ça ? Oui, effectivement, je vais vous parler d'un jeu de pêche, mais un jeu de pêche pas comme les autres, en fait, ça s'appelle Dredge. C'est sorti assez récemment, le 30 mars 2023, et je crois que j'en avais parlé suite à un Steam Festival, ou Indie Festival. C'est possible, ouais. C'est développé par Black Salt Game et édité par Team 17, ou 17 plutôt. Et c'est donc un jeu de pêche, mais c'est un jeu d'aventure solo. Ils le décrivent comme un jeu d'aventure solo en eau trouble. C'est plutôt bien dit. Et c'est de la pêche, c'est de l'exploration, mais c'est du Lovecraft en fait. C'est de l'horreur suggérée, c'est du Lovecraft pur en fait. Et effectivement, on se retrouve, on arrive en fait, on ne sait pas trop pourquoi. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a eu un problème avec notre bateau et qu'on allait répondre à une petite annonce. Et effectivement, une petite annonce qui se trouve dans un petit archipel, une petite baie de la Grande Moelle, avec en face d'elle encore une autre petite baie qui s'appelle la Petite Moelle. Et en fait, le maire de la Grande Moelle nous reçoit, il est très content qu'on arrive là. Il nous prête un bateau, qui est apparemment le bateau de l'ancien pêcheur qui n'est plus là, on ne sait pas trop pourquoi, mais il s'est passé quelque chose. Et on va vite se rendre compte que tous les personnages sont un peu chelous, qu'il y a des secrets un peu autour, des choses un peu inavouables, il se passe des choses la nuit, parce qu'on nous prévient bien qu'il ne faut absolument pas sortir la nuit, c'est dangereux, il vaut mieux dormir, et que l'ancien pêcheur, lui, il glandait toute la journée, il dormait, il partait toute la nuit, et en fait, il ramenait rien. Et c'était assez bizarre. Et donc nous voilà sur notre tout petit chalutier, un petit bateau de pêche, et on va aller pêcher les poissons qu'il y a d'abord dans la baie, puis un peu autour, etc. Voilà, une espèce de Wind Wakers, c'est ça, Walkers, je sais plus comment, Wakers, je sais plus. Un petit Zelda. Moi, alors c'est marrant parce que ça me fait penser à Zelda. Déjà parce que c'est un peu du cel shading, alors pas aussi enfantin qu'on peut avoir, un peu plus dark, mais un peu dans le même genre, quoi. Plus de gris, vert, mauve foncé, un peu passé, plutôt que du jaune, du rouge pétant et joyeux. Quoi.
Innsmouth. Innsmouth, ouais, plus Innsmouth. Mais le jeu reste quand même très beau et assez agréable et n'est pas tout le temps dark. Et en fait, c'est ça qui est génial. C'est pour ça que je trouve qu'ils ont bien compris l'ambiance un peu Lovecraftienne, qui est du suggéré, qui est quand même ancrée dans dans cette réalité, qui n'est pas vraiment notre réalité, mais on peut très bien s'y plonger, en tout cas s'y identifier. On ne connaît pas trop l'époque dans laquelle on est. Ça ressemble quand même au début du XXe siècle. Quelque chose comme ça. Bon, il y a des moteurs à vapeur, etc. Des moteurs à hélice, des moteurs turbo. Enfin, bon, on est dans un monde un peu effectivement imaginaire. On n'aura jamais aucun nom. On n'a pas le nom de bateau, on n'a pas le nom des personnages. Ça va être la charpentière, ça va être la gardienne de phare, ça va être le maire, ça va être l'antiquaire, etc., etc. La personne bizarre, etc. Et c'est un petit détail, mais en fait, ça fait tout. Parce que le fait qu'on n'ait pas de vrai nom de personnage, ça alimente encore cette ambiance un peu mystérieuse qu'il y a tout au long du jeu. Et sans spoiler la fin, à la fin, on n'a pas toutes les réponses et c'est super et c'est très bien. C'est-à-dire que c'est que du suggéré. On ne sait pas trop ce qui se passe exactement. Et donc voilà. Donc au début, on va pêcher tranquillement. Il faut rembourser en fait le bateau qu'on nous a prêté et qui va aussi aider aux réparations de la ville parce qu'il y a eu des problèmes et donc il faut réparer la ville. Il faut ramener aussi des planches de bois, ce genre de choses et on va pêcher. Et comment on pêche ? Eh bien, on part avec notre bateau, puis on voit des zones de poissons dans lesquelles on peut pêcher. Et il y a différentes zones de pêche. Il y a côtière, océan, grand large, abyssal, zone volcanique, zone des tourbières, etc., etc. Et effectivement, si on n'a pas le bon matériel, on ne pourra pas pêcher dans ces zones-là, ce qui fait une des progressions du jeu, qui est d'essayer d'acquérir ces trucs avec des points de progression, un peu comme dans n'importe quel jeu où tu vas farmer, tu vas récolter des ressources, tu vas les transformer, etc. Tu vas faire des recherches, tu vas acheter des nouveaux moteurs, etc. etc. Quelque chose d'assez classique sur lequel je ne m'appesantirai pas plus que ça. Comment on pêche, en fait, c'est avec des petits jeux, des mini-jeux, où en fait on a une petite bille qui défile et en fait il faut appuyer au bon moment quand on est dans la zone verte, etc. Ou des choses où il faut éviter des engrenages, etc. Enfin, quelque chose de très simple, de super ludique et de assez addictif au début. C'est-à-dire que j'adore aller pêcher, aller faire le jeu et faire un cling, t'entends les petits sons et puis hop, tu vois le poisson que t'as pêché et hop, tu le ranges dans ta cale parce que t'as un endroit, tu ne peux pas pêcher autant de poissons que tu veux. Ils prennent des cases, alors certains prennent 2 cases, d'autres prennent une case en croix, d'autres sont complètement biscornus et que t'arrives pas à les ranger, etc. Donc t'as une espèce de petit jeu de Tetris aussi à l'intérieur pour ceux qui adorent les déménagements et ranger les cartons dans les camions. Plein de petits trucs comme ça, donc les petits jeux, le fait de devoir ranger les poissons, le fait que tu as un nouveau poisson qui arrive, donc tu vas regarder dans l'encyclopédie quel type de poisson c'est, etc. Il y a à peu près 160 poissons et types de poissons à découvrir dans le jeu, ce qui est quand même assez balèze. Et c'est que des poissons qui existent, à part 2-3 poissons un peu mystiques, mais j'en parlerai pas plus. Et donc voilà, on suit notre petit bonhomme de chemin, on pêche des poissons, on les revend, on commence à un peu augmenter notre bateau, etc. Et au début, on s'aventure pas trop la nuit parce que la nuit, ça fait vraiment flipper. Et quand je dis que ça fait vraiment flipper, le jeu marche vachement bien là-dessus. Et comment ça fait flipper ? Eh bien, déjà, on voit plus grand-chose. C'est-à-dire qu'on a des lumières qui, au début, éclairent vraiment pas loin. Et puis, en plus, des fois, elle se met à scintiller, à s'éteindre, il faut la rallumer, etc. Et puis, la nuit, en fait, on a une jauge d'angoisse qui est représentée par un petit œil au-dessus de la jauge de temps qui montre le jour et la nuit, qui est un cercle, en fait. Bleu pour le jour, mauve, noir pour la nuit. Et on a un petit œil qui commence à nous regarder et qui commence à frétiller de plus en plus vite en fait quand on a notre angoisse qui monte. Et quand on a notre angoisse qui monte, c'est assez intéressant parce qu'en fait les menaces qu'il y a la nuit, on va en avoir de plus en plus. Il y en a plusieurs, il y a des espèces de brumes multicolores un peu comme qui pourraient faire penser à la couleur tombée du ciel de Lovecraft. C'est-à-dire quelque chose d'assez difforme, qui fait aussi des bruits, qui vient autour de ton bateau et qui augmente encore plus ta crainte et ta terreur. On va avoir un bateau au loin que tu peux appeler d'ailleurs. Ça, c'est un peu pervers. C'est-à-dire que tu as une petite corne de brume. J'ai toujours pas trouvé à quoi elle sert, à part nous faire tomber dans le piège du début. C'est-à-dire tu fais...
Et puis t'entends, et puis tu vois un bateau qui arrive, un bateau qui arrive, trop bien. Et en fait, non, c'est une espèce de monstre qui comme tu sais les poissons des abysses avec la petite lampe. Et ben c'est exactement ça, sauf qu'il a un bateau au-dessus, une petite lampe. Et il vient t'endommager ton bateau, etc. Tu vas avoir des typhons, tu vas avoir une espèce de truc qui fait et qui font quelque chose est rentré dans votre cale et commence à contaminer tes poissons. Et si tu les jettes pas par-dessus bord et si tu les vends pas vite, en fait, ils contaminent tout ton poisson et donc tu les vends moins cher, etc. À un moment donné, tu vas avoir les yeux un peu partout. Enfin, ça devient très flippant. Et là-dessus, en fait, un truc que je trouve génial, c'est qu'on ne sait pas si ces menaces sont réelles, si elles sont causées par notre imagination, si c'est un peu des deux. Parce que, comme des fois, il y a des tourbillons un peu bizarres la nuit qui viennent t'attaquer si tu n'as pas assez dormi, si tu as trop de panique, en fait. Et ils t'endommagent vraiment ton bateau. Et tu te dis, mais pourtant, ils apparaissent que quand je suis hyper stressé, quand je suis paniqué. Est-ce que c'est moi qui me le cause ? Tu le sauras jamais, en fait. Et voilà, moi, je trouve que c'est très Lovecraftien. C'est-à-dire, tu laisses planer le doute, le truc existe, c'est empirique. C'est-à-dire, quand je dors pas assez et quand je fais pas gaffe, je me fais attaquer la nuit. Et en même temps, c'est bizarre, quoi. Donc ça marche bien. Et tu flippes vraiment parce que le son te fait peur, le visuel te fait peur. T'es dans le noir quand même, néanmoins. Parce qu'au tout début, t'as une toute petite lampe, je crois, qui fait 30 lumens. Parce que oui, t'as des lumens sur les lampes. Donc tu vois vraiment pas loin. Tu vois des formes sous l'eau, etc. Enfin bref, c'est vraiment flippant. Enfin moi, ça marche bien parce que j'ai peur de la mer. Donc... et voilà. Et donc... qu'est-ce que je voulais dire là-dessus ? Oui, et donc tu commences à explorer un peu la nuit, tu t'y tentes un peu, et en fait, non, tu reviens, et puis tu fais passer le temps en dormant pour revenir que le jour et continuer à explorer, un peu à farmer, à augmenter un peu ton bateau, la taille de ta cale, à des nouvelles cannes à pêche, etc., etc. Des nouveaux moteurs, des lumières qui portent plus loin, et donc qui font que tu as moins peur la nuit, etc. Et chose importante, c'est que le temps défile dans ce jeu que lorsque tu fais quelque chose. Si tu es immobile, si tu es à quai, si tu es en pleine mer et que tu bouges pas, le temps ne défilera pas. C'est-à-dire que les événements vont pas arriver plus. Tu vas pas passer la nuit, enfin tu vas pas passer le jour plus vite, etc. Le temps n'arrive que quand tu pêches, quand tu vas récolter des bouts de bois, des bouts de ferraille pour améliorer ton bateau, etc. Et tout est basé là-dessus, en fait. Et c'est assez bien fait, c'est-à-dire que tu peux pas te dire juste je vais aller pêcher à côté plein de fois, je vais tout remplir, je vais me faire plein de thunes. Bah non, parce qu'en fait la nuit arrive. Et au début, quand tu es au tout début du jeu, la nuit, tu veux vraiment pas y rester parce que c'est trop dangereux, c'est trop flippant. Et tout le jeu est basé là-dessus et sur un peu de grinding et le fait que tu vas commencer à explorer un peu plus loin que cet atoll de la grande moelle et de la petite moelle et que tu vas aller un peu plus loin, donc vers une grande zone volcanique un peu... avec des inspirations un peu grecques au niveau des ruines qu'il y a. Un truc qui s'appelle le bassin des astres, qui est magnifique, qui est un espèce d'atoll caribéen, avec une énorme créature en plein milieu, avec des tentacules hyper grands, et qui t'attaque si t'as pas trouvé un petit truc à faire avant, avec un autre PNJ, bref, une scientifique. Y a les mangroves incroyables, avec très peu de visibilité, du brouillard partout, et vraiment des enchevêtrements partout. Et pourtant, moi, j'ai un bon sens de l'orientation. Il y a une boussole, mais tu te paumes direct. Puis bon, il y a des bruits, ça fait flipper. Et puis, il y a des monstres. Et puis, encore un autre, comment ça s'appelle, un autre biome, encore différent, etc., un peu plus tropical. Donc voilà, la carte est assez simple, voire même simpliste, parce qu'au milieu, c'est la zone de départ. Puis après, nord-est, nord-ouest, sud-ouest, sud-est, c'est les 4 autres biomes que tu vas devoir explorer pour ramener des reliques, pêcher des poissons rares, etc. Et pourquoi des reliques ? Parce que à côté de l'atoll de départ, on a une petite île un peu chelou, le Pic Noir, je crois, si je m'en souviens bien. Et il y a un mec vraiment bizarre. Un mec vraiment bizarre. 3/4 des PNJ. Ouais, mais lui, il est vraiment bizarre. Et il te demande de te ramener des reliques qui sont tombées, qu'il explique que c'était à sa femme, etc. Et bah tu vas les chercher, puis tu lui ramènes, et à chaque fois que tu lui ramènes, il lit un bouquin qui est un peu un espèce de Necronomicon. Et à chaque fois qu'il lit ce bouquin, il te donne un pouvoir. Le premier pouvoir qu'il te donne, c'est de pouvoir te téléporter jusqu'à lui.
C'est-à-dire que tu sois n'importe où, tu prends ton bateau, tu te téléportes, etc. Donc, si tu as envie de TP assez rapidement, tu... Ouais, c'est pas mal. Et en fait, c'est marrant parce que tous ces pouvoirs te permettent d'améliorer en fait, le jeu, c'est-à-dire ta vitesse de farming, de rapporter les reliques plus vite, donc d'aller beaucoup plus vite dans le jeu. Et je reviendrai là-dessus après. Tu en as un qui te permet d'aller plus vite. Mais si tu vas plus vite trop longtemps, tu pètes tes moteurs et ta panique, ta terreur qui augmente. Ouais, c'est une espèce de pouvoir mystique. Tu as un truc qui va te permettre de pouvoir éloigner les ennemis. Et tu as un truc qui va pouvoir te permettre de pêcher tous les poissons d'un coup dans une zone de pêche. Pareil, c'est une espèce de pouvoir, c'est pratique, ça te fait accélérer ton farming et donc ça te permet d'aller un peu plus vite sur le jeu. Pourquoi je dis ça ? Parce que même si au début c'est très ludique et c'est vraiment chouette de pêcher, tu as envie de faire que ça en fait. Et quand j'avais fait la démo, j'ai fait que ça, je pêchais. Tu découvres des nouvelles espèces, mortel, des nouvelles espèces, tu remplis ton compendium, enfin ton encyclopédie. Ton compendium, ouais. C'est exactement le mot. C'est exactement ça. Sauf qu'au bout d'un moment, ça commence à devenir un peu rébarbatif. Et même si les mini-jeux, c'est sympa, au bout de la 500e fois, le mini-jeu, t'en as un peu marre. Mais t'as des objets qui te permettent de pêcher plus vite, donc de faire moins longtemps le mini-jeu. T'as des trucs qui permettent de pêcher donc tous les poissons d'un coup. T'as des trucs, des appâts qui vont te permettre de pêcher tous les types de poissons de la région, en tout cas une certaine partie à cet endroit-là, etc. Donc de ce côté-là, c'est plutôt bien fait. Ça veut dire que ils ont pris en compte le fait qu'au bout d'un moment, ça serait un peu relou de faire tout ça et que ce soit très répétitif. Et donc ça te permet d'accélérer ton expérience de jeu. Pareil, tu vas pouvoir aller plus vite avec ton bateau, tu vas pouvoir pêcher plus vite, tu vas pouvoir pêcher un peu partout juste avec un seul équipement, etc. Et sur la pêche, donc tu as les cannes à pêche, tu as le chalut, tu as les paniers à crabes. Donc pareil, des trucs différents pour pêcher, etc. Si vous aimez la pêche, ce jeu est pour vous. Même si vous n'aimez pas la pêche, si vous aimez tous les petits jeux un peu qui permettent même, tu vois, de faire de l'agriculture ou de la chasse, etc. Voilà, ça devient vite addictif, etc. Et j'ai tous les poissons, j'ai pris tous les poissons. J'ai fini aujourd'hui, j'ai trouvé mon anchois abomination. Oui, parce que tu as des abominations. Pour chaque type de poisson, tu as un certain nombre d'abominations qui sont dues à, on sait pas. C'est pas. Un truc chelou en tout cas, qui fait flipper. Et tu vas en avoir besoin parce que tu as des personnages vraiment bizarres dans le jeu qui te demandent d'aller chercher des poissons, puis après ils te décrivent, ils lui arrachent la tête, ils bouffent le cœur, enfin des trucs un peu dégueulasses, mais toujours avec un petit aspect un peu semi-mignon, tu vois. Et tu vois, un peu à la Zelda mais dark. Et aussi un autre truc, c'est que les personnages ne parlent jamais, c'est que de l'écrit. Ouais. Et c'est très très bien traduit, en français en tout cas. Je sais pas comment c'est écrit en anglais, j'y ai pas joué, mais en tout cas c'est très très bien traduit. C'est quand même du littéraire, alors pas complètement soutenu, mais on est un peu entre les deux. Et donc c'est cool parce que ça rajoute à cette atmosphère un peu pesante et un peu dark du jeu. Et les personnages font juste des bruits. J'adore. Tu vois, comme dans Zelda. Et je trouve qu'il y a vachement d'inspiration sur Zelda. Franchement, je sais pas pourquoi, ça me fait vraiment beaucoup penser à ce type de jeu. Et puis voilà, ouais, tu vas rencontrer des personnages, tu vas devoir faire des quêtes, ramener un chien, ramener un pêcheur. Le pêcheur il est très rigolo parce que tu le vois, il est complètement échoué, il en revient son Crusoe, il fait « Ah, c'est mes amis qui vous ont envoyé, c'est ça ?» Et tu peux dire « Oui, non, j'en sais rien. » Alors tu dis oui parce que tu sens que bon, il a besoin d'être réconforté. Enfin, t'as plein de trucs comme ça. Le jeu est ultra beau, les poissons sont super beaux, il y en a vraiment beaucoup. Faut aller dans certaines zones pour en pêcher certains, etc. Il y a une vraie dynamique, t'es obligé d'utiliser les 3 types de pêche. Donc la canne à pêche normale, le panier à crabe que tu vas laisser à un endroit et puis il va rester quelques jours, après il faut le réparer. Le chalut qui lui tu le laisses et puis en fait tu peux pêcher, ça pêche continuellement. Plus tu l'améliores, plus tu pêches vite, etc. Et il y a certains poissons que tu ne peux pêcher qu'avec certains types de matériel. Et puis voilà, tu suis l'histoire et puis tu vas aller pêcher des poissons mythiques, tu vas ramener toutes les reliques à ce personnage un peu étrange. Et j'ai fini aujourd'hui le jeu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, arrivé à cette fin-là, quand tu as ramené toutes les reliques à la personne, il te dit c'est bon, vous êtes prêts, on y va. Et quand tu dis oui, c'est bon, je suis prêt, j'y vais, le jeu te prévient, attention, à partir de là, il n'y aura plus de sauvegarde. Et là, tu regardes ton encyclopédie, tu fais il reste 40 poissons à découvrir. Ok, non, je suis pas prêt. Donc, je vais farmer comme un gros malade et je vais essayer de tout faire. Et j'en suis à 33 succès sur 40, il faut absolument je fais rarement les trophées, mais sur ce jeu-là, j'ai très envie d'avoir tous les succès, je les ai pas encore tous. C'est un jeu pour jeunes.
Et donc j'ai laissé, puis avec tout le boulot, et puis là je fais merde, on est mardi, il faut que je le fasse pour le contrecast. Et du coup c'est bon, je me suis posé, j'ai commencé à le faire, et en fait la fin dure 5 minutes. Ouais, mais elle est vraiment très cool. Okay. En plus, elle te met un doute juste avant que tu parles avec ce mec-là, et là tu fais waouh, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle te retourne le cerveau, en fait, tu fais mais attends, est-ce que ça serait ça? Alors pourquoi c'est ça? Puis on fait ça, et à la fin c'est sur une image de fin très Lovecraftienne. Et ça se finit comme ça, et t'as pas toutes les réponses, et c'est mortel. Voilà, et juste pour finir, donc le sound design est excellent. Franchement, chaque son est travaillé et maîtrisé, et tu kiffes l'entendre, en fait. Que ce soit quand t'as attrapé une abomination, un nouveau poisson, un trophée, parce que c'est un super beau poisson de ouf, ou la musique, qui souvent s'éteint la nuit, et redémarre quand le jour se lève. Genre, petit détail, mais franchement, c'est incroyable. Donc c'est full silence en... Ouais, bah t'as juste le bruit de la mer et le bruit des monstres, des fois. T'en as vraiment un énorme qui fait beaucoup de bruit, et il y en a plein qui apparaissent quand t'essaies de passer de l'autre côté de la map, chose que tu fais évidemment. Toujours. Voilà, et c'est dangereux. Je suis mort une fois avec un de ces trucs-là, sinon je suis pas mort. Mais justement, c'était un peu ma question, c'est est-ce que t'as quand même des phases où tu peux complètement mourir, et qu'est-ce que ça fait en fait? C'est quoi l'impact Alors en fait, au début, tu commences avec ton bateau, il a 3 points de vie, il a 3 points de coque. Quand tu te prends un rocher, parce qu'au début c'est dur de maîtriser le bateau, quand tu te prends un rocher, quand tu te prends un strum ou un truc comme ça, tu perds 1 point de coque, et il y a un endroit de ton bateau qui est endommagé. Donc soit c'est dans ta coque, et manque de peau, tu avais un poisson à cet emplacement-là, il est jeté par-dessus bord, soit c'est sur ton moteur, donc ton moteur est cassé, donc tu ne peux plus avancer, donc tu es foutu. Soit c'est sur ta canne à pêche, etc. Et tu es obligé d'aller réparer ton bateau, etc. Mais au début, tu commences avec 3 points de coque, et à la fin, tu dois finir avec 8 ou 9, un truc comme ça. Et c'est comme ça que tu peux mourir. Normalement, si tu joues tranquillement, tu meurs pas. Il n'y a pas de niveau de difficulté dans le jeu. En tout cas, je ne crois pas en avoir vu, je ne sais pas. Le jeu peut se finir assez vite. Là, je dois être dans les 30 heures, mais j'ai vraiment traîné. Rien que le fait de se balader, c'est d'enfer. Mais l'histoire, je pense que tu peux, si tu la rushes... Alors, il faut quand même évoluer vachement quand même sur ton bateau et tout ça. Donc, je pense qu'en 15 heures, tu finis le jeu, quoi, un truc comme ça. Si tu le rushes, quoi. Si tu prends ton temps, moi, je suis à 30 heures. Je pense que j'en ai encore pour, 3-4 heures pour vraiment tout finir, quoi. Mais super jeu. Franchement, une petite pépite. Je m'attendais pas à ça. Je pensais pas autant jouer à la démo. Et quand j'ai acheté le jeu, je suis tombé dedans, mais directement. Et voilà. Un petit jeu pas très cher, beau, bien fignolé. Un poil répétitif qui peut être énervant à la fin pour essayer de grinder et d'avoir tous les succès. Mais juste vraiment à la fin, franchement. Si t'accroches au jeu, t'adores tout faire en fait. Ok. Eva, est-ce que ça te tente? Alors, moi à la base, c'est pas trop mon style de jeu. Honnêtement, la seule fois où j'ai pêché, c'était dans Animal Crossing, quoi. Voilà. Par contre, je collectionnais pas mal dans Animal Crossing. C'était sympa pour le musée. Tu sais, tu dois remplir. Non. Après, ça a l'air vraiment sympa. Genre, tu le décris, ça donne envie. C'est une petite pépite. Ouais, ça donne envie. Mais c'est vrai que tout ce qui est jeu qui te met dans des états d'angoisse à certains moments, ça peut me freiner aussi. Parce que, et surtout, en fait, c'est même pas tant le côté angoisse, c'est surtout le fait où tu dis des fois, t'arrives des choses, tu sais pas pourquoi, tu sais pas d'où ça vient. Moi, ça peut me faire devenir folle, en fait. Je vais être là, mais c'est pas logique. Qu'est-ce qui se passe dans le code de ce foutu jeu pour que ça fasse ça, tu vois? Bah, des fois, t'as pas envie d'aller à un endroit, quoi. Tu te dis, voilà. qu'est-ce qui va m'arriver? Ah oui, et puis, tu te bats pas. T'as pas de façon de te battre. Tu vas pas avoir une canonnière installée, de mine sous-marine, machin. Non, tu te bats pas. Et ça rajoute bien à l'angoisse. Tu dis la musique aussi à ce moment-là. Mais après, je pense pas que ce soit le style de jeu que j'achèterais ou que je ferais, mais tout simplement, c'est pas particulièrement envers ce jeu-là. C'est juste que j'ai beaucoup l'habitude de jouer à des jeux narratifs ou alors des jeux vraiment d'aventure ou d'action RPG+. C'est vraiment mon style de jeu à la base. Et c'est vrai que j'ai moins tendance à me pencher sur les autres, mais peut-être que je devrais lui laisser sa chance. C'est juste que je connais pas trop ce genre. Mais voilà, à la base, je ne me serais pas penchée vers ce... Bah, moi non plus. C'est vraiment parce que j'ai testé la démo et que j'ai trouvé... alors, c'est l'aspect graphique qui m'a intéressé, en fait. C'est très beau, en fait. C'est très léché. Je regarderai. Alors, peut-être que je vais me lancer sur la démo, là. Au moins pour... ouais, fais la démo, tu verras. C'est de la bonne. Célia? Alors moi, quand tu nous as vendu le mot tentacule et ensuite jeu de pêche, alors vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je me suis demandé où tu nous emmenais.
Alors, le gameplay m'a beaucoup fait penser au jeu Amnesia. Pour le côté événement un peu sous-entendu, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Je me souviens notamment d'une scène dans Amnesia où donc c'est en FPS, on se retrouve en fait dans l'eau, on marche et on a des gouttes qui se rapprochent de nous comme si quelqu'un en fait marchait vers nous, mais il n'y a rien, c'est vraiment suggéré. Et il y a aussi cette idée de jauge d'angoisse avec la respiration du personnage. Qui est extrêmement stressé au fur et à mesure des événements qui se passent. Donc quand tu le décrivais, ça me parlait vraiment beaucoup. J'ai pas mal comparé en fait les deux dans ma tête. Amnesia, j'avais adoré ce jeu, mais je ne l'ai pas fait toute seule. Je jouais avec mon petit frère, on se mettait dans le noir avec des petites bougies, mais impossible de le faire toute seule parce que justement, je suis un peu comme Eva. Dès que c'est suggéré, dès que je suis pas vraiment en face de quelque chose qui est concret et que je vois et que je peux combattre en fait au final parce que ça n'existe pas ou on ne sait pas si c'est de l'imaginaire ou pas, je trouve que ça augmente et ça renforce cette idée de peur en fait tout simplement et je sais pas trop comment gérer en fait ça. Donc c'est pareil, c'est pas forcément un jeu sur lequel je me serais penchée, mais quand je me souviens justement Amnesia qui m'a laissé quand même des bons souvenirs au final et des bons moments, je me dis que peut-être que je tenterai l'aventure, mais pas toute seule. le jeu c'est pas un jeu d'horreur, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que même au niveau du graphisme, ça peut être un jeu mignon entre guillemets. C'est quand même cool quand tu te balades avec ton bateau avec les vagues, t'as même des dauphins qui passent, des fois une baleine, tu vois, c'est mignon quoi. En vrai c'est Animal Crossing avec du Lovecraft dedans. Avec du Lovecraft dedans. Mais le jeu des fois te fait vraiment flipper et des fois tu fais ah putain merde tu vois, c'est ce truc quoi. Mais le jeu t'apprend à ne plus avoir peur et te donne les outils aussi et puis l'expérience que t'as dans le jeu t'apprend à ne plus trop avoir peur. Mais quand même à la fin encore un petit peu, il y a des trucs qui te menacent. Est-ce qu'ils te font encore un peu peur ? Ouais, des fois c'est un peu flippant. Ouais. J'avoue, dans la mangrove, c'est pas hyper rassurant, quoi. Ouais, mais je pense on parlait aussi du côté narratif tout à l'heure. En tout cas, quand on parlait, il y a l'air d'avoir cette idée un petit peu de mystère à essayer de comprendre. Et au final, on ne comprend pas tout d'ailleurs. Donc ça, je pense que c'est un aspect qui est super intéressant aussi au-delà de la pêche. Bon, j'avoue, moi, la pêche, j'ai un peu pêché dans Animal Crossing. Et même dans Animal Crossing, au bout d'un moment, j'en avais un peu marre. C'est pas ce qui me passionne le plus. Mais si autour, en fait, il y a d'autres backgrounds, d'autres gameplays, d'autres choses à découvrir, je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Et moi, j'avais une question, parce que du coup, tu disais que les personnages n'avaient pas du tout de prénom, ni même de personnalité, en fait, de ce qu'on comprend. Ah, personnalité, si, mais prénom, non. D'accord. C'est leur fonction, quoi. Ok. Ouais. Et tu disais qu'il y avait un personnage qui s'appelait la personne bizarre, et je voulais savoir si c'était vrai ou si c'est toi qui l'as fait. En fait, je me rappelle plus du nom, en fait. Pourquoi je me rappelle pas ? Parce que je pense qu'au bout d'un moment, tu passes tellement vite les trucs. Et en fait, il habite un manoir. Et comment il s'appelle ? L'homme étrange, un truc comme ça, je crois. Excellent. Ouais. Et t'as que des choses comme ça. T'as le père qui cherche son fils. T'as le matelot. T'as la... Comment elle s'appelle, elle qu'on croise tout le temps, je sais plus. Qui est ultra bien en fait. C'est ça qui est fort, c'est que juste les dessins en fait des personnages, t'as envie de savoir qui ils sont. Et t'as pas mal de lore en fait quand tu... Pas non plus tant que ça, c'est pas un jeu narratif à proprement parler. Mais t'as quand même pas mal de lore, t'as plein d'endroits à dénicher dans les îles, etc. T'as des choses qui ne peuvent être lues, en tout cas lues, provoquées que la nuit ou qu'à certains endroits, etc. Genre t'as des pierres, ils te proposent de poser la main dessus. Évidemment, tu le fais. Et au début, il se passe rien. Et puis en fait, des fois dans la nuit, à certains moments, elle brille. Et puis du coup, t'y vas. Et puis en fait, t'as juste une histoire. Alors ça, je trouve ça super. C'est-à-dire c'est gratuit. T'as juste de l'histoire en fait. T'as pas de truc où tu vas gagner un artefact, etc. Il y en a des choses comme ça. Il y en a quelques-uns. Mais non, là, c'est juste une histoire qu'on te raconte. Et en vrai, j'aimerais bien avoir... je sais pas si j'aurai le courage de refaire toutes les zones et de tout relire, etc. Mais il y a quelque chose, il y a une histoire. Enfin, je l'ai à peu près comprise, mais pas complètement. Mais c'est un jeu, faut prendre son temps. Faut y aller, faut pas... tu peux vite tomber dans le grinding et te lasser, t'énerver un peu, tu vois, sur ça. Parce qu'en plus, il y a des choses qui sont ergonomiquement pas ultra bien faites. Genre, quand tu vas à quai pour vendre tes poissons, etc., tu dois cliquer sur vendre le marché des poissons ou l'atelier, les trucs comme ça. Et en fait, tu as toujours un petit truc de dialogue. En fait, il faut recliquer pour passer le dialogue que tu as déjà lu 100 000 fois. Et pour arriver au truc. Donc ça, au bout d'un moment, quand tu l'as fait 2000 fois, t'en as un peu ras le cul.
Comme Animal Crossing. Ouais, voilà, comme Animal Crossing. Des vêtements, c'est toujours le même bordel, quoi. Mais c'est un jeu, faut prendre son temps. Et franchement, se balader sur la mer avec le bruit des vagues, les mouettes, comme ça, et aller pêcher, c'est cool. Et tu disais que, j'ai l'impression en tout cas, dans ta description, qu'on peut un peu gérer notre jeu et notre journée comme on veut. Donc voilà, on peut décider de rester sur la côte, de partir plus tard. Mais donc le jeu, forcément, à un moment donné, nous force à pêcher la nuit. On n'a pas le choix, parce que sinon, on se retrouve sur la côte à pêcher tous les jours. Et ça va, c'est bien amené. On ne se sent pas trop forcé. Ouais, je trouve que la progression du jeu est très bien amenée. Franchement... Dans le fait de te faire sortir des côtes. Mais au début, tu restes vraiment dans les côtes, parce que tu as un petit peu peur et puis tu sais pas trop quoi faire. Puis à l'étendue, la mer, c'est quand même, tu te dis, il va m'arriver un truc. Mais non, en fait, ils te font petit à petit un peu bouger, un peu plus loin. Tu dois aller pêcher des poissons dans l'océan, tu vas aller à un endroit pour récupérer les reliques, etc. Non, c'est très bien, c'est graduellement bien fait, en fait. Et même, je te dis, le fait de pouvoir aller plus vite avec ton bateau, donc d'aller plus loin, de ne pas passer toute une journée à faire un voyage, par exemple, ou ce genre de choses. Le fait de pêcher plus vite pour éviter d'avoir les mini-jeux encore longs, etc. Non, je trouve que c'est très très bien fait. C'est un jeu qui a été vachement réfléchi, je trouve. Et c'est un petit ovni, quoi, finalement. Un jeu de pêche sur Lovecraftien, c'est quand même assez spécial, quoi. Et ça reste un jeu, c'est-à-dire que cet univers, cette carte ne peut pas exister. C'est pas possible d'avoir un alignement de trucs tropicaux, des trucs de mangrove, un volcan, et je sais pas pourquoi je me rappelle pas du 4e, mais c'est bizarre. Comme ça n'existe pas. Mais bon, ça rajoute l'aspect un peu mystérieux du jeu, quoi. Et voilà, je le recommande, franchement, c'est un des meilleurs indépendants que j'ai fait depuis un petit moment. Ouh. Ouais, franchement. Okay. Franchement. Trop bien. Eh ben merci Ketrus. C'était du coup Dredge, un jeu aventure explo développé par Black Salt Games et dispo depuis mars de cette année sur Switch, PC, PlayStation et One autour de 25 €. Justement, parce qu'on parlait d'île, on va continuer, cette fois-ci sur une île déserte, survie, puterie et aussi pêche, un peu comme Dredge finalement. Non, on ne parlera pas de Koh-Lanta non plus, mais presque. Célia, de quoi est-ce que tu nous parles ? Et oui, si comme moi, vous êtes fan de l'émission Koh-Lanta, mais que, toujours comme moi, vous préférez la vivre dans votre canapé en mangeant des chips et du saucisson, plutôt qu'à vous affamer sur une île quasi déserte, parce que vraiment, mais quelle idée de se lancer là-dedans. Je vous parle aujourd'hui d'un jeu de société qui s'appelle Galérapagos. Et d'ailleurs, petite dédicace à John Cousecous, parce qu'il n'est pas là ce soir, mais c'est lui qui me l'a fait découvrir. Et je l'ai acheté, je crois, 2 jours plus tard, parce que vraiment, on a eu un coup de cœur sur ce jeu-là. Donc voilà, petite parenthèse fermée, c'était la dédicace du jour. Alors, c'est un jeu qui a été créé par Laurence et Philippe Gamelin, qui est illustré par Jonathan Auconte. Et ce qui est vraiment assez cool, notamment pour être noté, c'est qu'en fait, ce jeu peut se jouer entre 3 et 12 joueurs. Donc c'est quand même assez rare qu'on puisse jouer à autant. Donc ça déjà, c'est une des premières choses qui m'a attirée dans ce jeu-là, au-delà de l'aspect Koh-Lanta. Donc pour vous parler un petit peu plus de Galérapagos, voilà, comme tu le disais Anya, on joue à un groupe de survivants, donc du nombre de joueurs avec lesquels on souhaite commencer et se lancer dans l'aventure. Et donc on se retrouve malgré nous sur une île déserte après le naufrage de notre bateau. Donc, comme vous vous en doutez, on n'a pas de nourriture, on n'a pas d'eau. Au fur et à mesure, on va manquer de pas mal de choses. Et donc, pour s'en sortir, la toute base, c'est déjà de construire un radeau qui sera capable d'embarquer tout le monde. Donc déjà, d'avoir de la place pour tous les joueurs. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes 12, il faut 12 places. Il va falloir aussi chaque jour aller chercher de l'eau et aller chercher des poissons. Alors, la pêche sera beaucoup plus simple que dans le jeu de Ketrus. Mais voilà, et l'eau, évidemment, et les poissons, on devra en avoir assez tous les jours pour nourrir également tous les joueurs, ou du moins tous ceux qui restent, si certains sont encore en vie. Voilà. On a cette idée un peu de timing quand même, parce qu'il y a un ouragan qui pointe à l'horizon. Alors, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'il va arriver. On a une idée. Disons qu'on a un minimum de jours, mais passé ce nombre de jours-là, il peut arriver n'importe quand. Et disons qu'une fois que cet ouragan arrive,
et bah, du coup, il faut partir. Donc, si on n'a pas assez d'eau, si on n'a pas assez de poissons, si on n'a pas assez de place sur le radeau, bah, du coup, il va falloir être prêt à sacrifier des personnes pour justement sauver sa peau. Voilà, tout va bien. D'où l'idée, notamment de puterie, comme tu le présentais au début, c'est-à-dire que souvent, on part... bienveillant à vouloir sauver tout le monde parce qu'on est des personnes gentilles et qu'on souffre ensemble sur cette île. Mais au final, quand l'ouragan arrive, s'il n'y a pas assez de place pour tout le monde, c'est chacun pour sa peau. Voilà. Alors, comment le jeu se passe à proprement parler, pour vous en parler un petit peu plus, pour vous donner un peu plus de détails. Déjà, on a un plateau de jeu assez basique qui est divisé en plusieurs parties. Donc, on a une partie avec les rations de poissons, une partie avec les rations d'eau et une partie sur l'avancée et le nombre de places qu'on a sur le radeau. En fonction des décisions de chaque joueur, en fonction de ce qu'ils vont vouloir faire lors de leur tour, on avance les pions au poisson ou au radeau du nombre de cases données ou du nombre de cases qu'on a gagnées. Donc voilà, c'est-à-dire qu'à chaque tour, en fait, on ne peut faire qu'une seule action. Et cette action peut nous ramener tant de rations d'eau, tant de poissons ou tant de planches de bois pour pouvoir créer des places sur le radeau. Au niveau des actions, donc déjà, on peut aller pêcher du poisson. Donc pour ça, en fait, on a tout simplement des petites boules dans un sac en toile. Et sur chaque boule, il y a un nombre de poissons indiqué. Donc ça va de 1 à 2, si je ne me trompe pas. Donc on pioche une boule et tout simplement le nombre de poissons qu'il y a dessus, c'est le nombre de rations qu'on aura pour ce tour-là. On peut aussi collecter de l'eau. Donc en début de tour, en fait, on pioche une carte météo et cette carte météo va nous indiquer est-ce qu'il va faire beau, est-ce qu'il va faire grand soleil, est-ce qu'il va pleuvoir un petit peu, est-ce que c'est la grosse tempête. Et en fonction de ça, on peut récolter un nombre de rations d'eau par tour. Donc voilà, si par exemple il fait grand soleil, on n'aura pas d'eau ce jour-là. Si c'est la grosse tempête, on peut récupérer jusqu'à 2 rations d'eau. Et donc il faut se dire qu'en général, quand on peut récupérer 2 rations d'eau, il faut qu'un maximum de personnes y aillent parce que possiblement le lendemain, ce sera grand soleil et on ne récupérera pas du tout d'eau. Donc il faut essayer aussi de bien anticiper cette partie carte météo. On peut également, du coup, comme je disais, collecter du bois. Donc ça, c'est pour faire avancer la construction du radeau. Donc pour ça, en fait, on avance tout simplement le pion radeau d'une étape. Et on peut décider de piocher ou non une ou plusieurs boules supplémentaires dans le sac. Les fameuses boules qui servent pour la pêche. Dans ce sac, il y a ce qu'on appelle une boule noire. Donc si on la pioche, on est mordu par un serpent, on est bloqué, tour suivant, et on meurt. Voilà. Non. Je sais ce que tu allais faire. Vas-y, fais-le. Non. J'ai vu sa tête, je me suis dit, c'est sûr qu'il va le faire. En plus, il me regarde comme pour me demander l'autorisation. Non, c'est toi qui m'as regardé. Donc voilà, et par contre, si on pioche par exemple, 2 boules en bois blanches, et du coup, on peut se dire qu'on a récupéré 2 rations de bois supplémentaires, 2 planches de bois supplémentaires, et donc ça peut aider justement dans la construction du radeau. Et on a une 4e action qui est possible, qui peut être un peu comme égoïste, c'est d'aller fouiller l'épave du bateau qui est justement échoué sur la plage, et on récupère ce qu'on appelle une carte objet. Ah, c'est Dredge en fait, quoi. C'est Dredge en plus plateau. En plateau et en moins angoissant. Donc du coup, en début de partie, en fait, on reçoit tous un certain nombre de cartes objets qui sont plus ou moins utiles. Donc voilà, il y en a vraiment, ça va être des bouteilles d'eau, des sandwichs, mais on a aussi un slip sale, un ticket de loto gagnant, super, des clés de voiture, enfin vraiment, on a aussi des cartes qui sont assez cool. Ça dépend la stratégie de jeu que vous avez, mais on peut avoir un revolver qui ne fonctionne pas sans balle, mais si on a la balle avec, du coup, on peut en faire quelque chose en fonction de la stratégie, encore une fois, pour sauver notre peau. Voilà. Ces cartes-là, en fait, on peut décider de les utiliser quand on veut. Donc, par exemple, on peut se dire, on a fait un tour, malheureusement, il manque une ration d'eau. Il y a forcément un joueur qui va être sacrifié. On se dit, allez, c'est ma BA du jour. Je vais regarder, moi j'ai une carte ration d'eau, je la joue comme ça, on s'est tous sauvé les miches pour ce tour-là. Et puis on verra plus tard comment on s'organise pour le reste. Puis on peut se dire, moi je vous rappelle que le tour d'avant, je vous ai sauvé les miches avec ma carte eau, donc s'il vous plaît, ne m'éliminez pas si on n'a pas assez de poissons, par exemple. Voilà.
On peut aussi complètement donner ces cartes objets aux autres. Donc voilà, si vous voulez donner le slip sale à une personne que vous n'aimez pas, vous avez complètement le droit aussi. Vous pouvez donner votre balle de revolver, par exemple, à une personne qui aurait le revolver, vous êtes au courant de ça, pour essayer de créer un peu des alliances. Enfin voilà, vraiment, tout est permis dans ce jeu. C'est ce qui est beau et c'est ce qui est terrible en même temps. Mais bon, l'idée, c'est encore une fois de partir de toute façon, de partir et de sauver sa place à la fin. Donc j'ai envie de dire, tous les coups sont permis. Donc une fois que le tour est terminé et que tous les joueurs ont réalisé leur action, on arrive du coup à la dernière étape du tour. C'est celle qu'on appelle la survie des naufragés. Donc là, en fait, on fait le décompte de la ration d'eau, de la ration de nourriture qu'on a, et on va reculer le nombre de pions du nombre de joueurs encore restants. S'il y a assez d'eau de poisson, c'est très très bien, tout le monde s'en sort, on continue le tour suivant, c'est merveilleux. Si malheureusement on manque d'eau ou de poisson, on va voter, on va sacrifier un ou plusieurs des survivants en fonction des places qui restent. Voilà. Ou c'est aussi le moment de sortir sa carte revolver et sa balle pour dire complètement de manière gratuite, cette personne ne me revient pas, je la tue. Allez, au revoir, ciao. Voilà. Donc le but du jeu, on est d'accord que c'est quitter l'île au moment de l'ouragan en ayant sa place et assez de rations d'eau et de nourriture. Mais on peut aussi se dire, on peut aussi la jouer en se disant, moi, mon but, c'est quand même qu'on s'en sorte tous. Donc, je vais essayer de participer au mieux pour avoir des sandwichs, pour avoir des bouteilles d'eau, pour qu'on puisse tous s'en sortir. À noter que c'est quand même assez compliqué de sauver tout le monde, mais on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut bien se passer. Si on tombe sur des cartes objets, par exemple, qui nous permettent de doubler le nombre de poissons qu'on pêche, de doubler le nombre de planches qu'on récupère, voilà, ça peut aussi complètement participer au fait que tout le monde s'en sorte à la fin. Alors, comment la partie se termine ? Il y a plusieurs manières. On est très content. Les joueurs arrivent à quitter l'île parce que pendant que l'ouragan, au moment où l'ouragan arrive, on a assez de rations, on a assez de place sur le radeau. C'est merveilleux. Tout le monde est content. On s'en sort. C'est très très beau. Ça arrive très rarement. L'ouragan arrive. Les joueurs doivent embarquer sur le radeau, mais comme je le disais, il y a un manque de place ou de rations. Du coup, on sacrifie les personnes. Donc, on utilise notre arme ou on décide de pousser la personne à laquelle on ne tire pas dans l'eau, elle se noie et on part sans elle. Ou alors, tous les survivants sont morts, de faim ou de soif, ça arrive aussi. Et dans ce cas, il n'y a pas de gagnant, tout simplement. On est tous morts sur notre île. Toute cette souffrance n'a servi à rien. L'ouragan arrive et il finit de tous nous terminer. Voilà. Donc, les règles, elles sont assez simples. J'ai lu quand même pas mal d'avis sur Internet qui disaient qu'elles étaient prises un peu par certaines personnes comme exigeantes au départ. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec quelqu'un qui avait déjà fait le jeu, donc du coup, ça a été assez facile. Je pense que vraiment, quand on se lance dans les règles, qu'on y joue pour la première fois et qu'on n'a pas forcément quelqu'un pour nous expliquer comment ça fonctionne, voilà, faut faire au moins 1 ou 2 tours gratuits pour vraiment bien appréhender le jeu. Mais une fois qu'on a bien en main, vraiment, moi, je trouve en tout cas que c'est un plaisir de se lancer dans Galérapagos. Pourquoi ? Déjà, comme j'ai dit, parce que c'est un jeu qui peut se jouer en tout cas jusqu'à 12. Donc ça, c'est vraiment cool. Franchement, imaginez le bazar quand on est 12. 12 places sur un radeau, 12 rations d'eau et de poissons par jour. C'est n'importe quoi. Mais du coup, c'est super drôle aussi parce que forcément, malheureusement, nous, en tout cas, on l'a testé jusqu'à 10, je crois. Très rapidement, malheureusement, on a dû éliminer des personnes. Donc, il y avait très rapidement aussi des alliances qui se créaient. Il y avait des personnes qui s'entretuaient complètement gratuitement. Vraiment, c'était... dit comme ça, ça peut paraître très cruel, mais en vrai, c'était extrêmement drôle. Aucune partie n'est la même. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est chouette. Déjà parce que on ne joue pas au même nombre de joueurs. Donc, du coup, les parties sont complètement différentes. Moi, je crois que le minimum auquel j'ai joué, c'était 4. On est tombé sur des cartes objets super simples. On est parti, l'ouragan n'était même pas arrivé. Vraiment, on s'en est sorti très, très simplement. Je crois qu'on avait même trop de rations d'eau et de poissons. Donc voilà, il y a des parties qui se passent aussi extrêmement bien. Mais en fonction du nombre de joueurs, déjà, toutes les parties peuvent être complètement différentes. En fonction des personnes avec lesquelles on joue aussi, parce qu'il y a des personnes qui vont être très bienveillantes, qui vont vraiment faire leur maximum pour que tout le monde s'en sorte. Et puis il y en a dès le début qui ont décrété que de toute façon, elles voulaient juste s'en sortir, et puis les autres, ça importait peu. Et donc, ils vont jouer de manière stratégique dès le départ. Ça dépend de la mentalité de chacun, etc., évidemment. Et du coup, voilà, moi, je pense que j'ai joué au jeu une 12aine de fois. Notamment pendant mes petites vacances à la montagne, là, ça s'y prêtait complètement à côté des petites chips et des petits saucissons, justement.
Et je suis vraiment passée de parties où tout le monde jouait très honnêtement, de manière très bienveillante, faisait vraiment tout pour que tout le monde s'en sorte, à des parties où c'était chacun pour soi, sacrifice à gogo. Et moi qui partais vraiment bienveillante en me disant s'en sort tous, en fait j'ai fini complètement par faire des alliances et par tuer de manière complètement gratuite. Et les personnes qui passaient, je votais complètement comme les autres en me disant tant pis, de toute façon, moins on m'entend, plus je m'en sortirai. Donc voilà, c'est assez drôle aussi de voir comment la tournure peut, comment le jeu peut tourner en fait de manière très 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 rapide quand on se retrouve un petit peu en galère et qu'on sait que de toute façon au bout d'un moment tout le monde ne s'en sortira pas. Les revirements de situation aussi, ça c'est un point qui est très cool, ne manque pas. Donc voilà, comme je disais, on passe très très vite de l'entraide au coup de poignard dans le dos, mais ça peut aussi être très très rigolo. Je pense que c'est un très bon jeu d'ambiance entre amis. C'est c'est un jeu qui est toujours sympa d'avoir dans sa bibliothèque. J'ai quand même noté de choisir les amis avec qui on joue, parce que les amis qui n'acceptent pas les coups bas, qui sont peut-être un peu susceptibles, peuvent peut-être mal prendre certaines décisions. Donc ne risquez tout de même pas une amitié pour ce jeu, n'est-ce pas ? C'est un jeu qui est assez rapide à mettre en place, c'est un jeu qui est facile à expliquer une fois que les règles sont comprises, et qui monte quand même en tension au fur et à mesure de l'avancée du jeu, surtout quand on se retrouve avec des cartes qui n'aident pas du tout, avec des gens qui jouent un petit peu dans leur coin, qui ne sont pas du tout dans le partage. Donc ça, c'est assez cool aussi. Et je voulais juste faire une petite parenthèse en fait, sur le travail qui a été fait du côté du matériel. Je ne vais pas apporter le jeu parce qu'il prend un petit peu de place. Mais déjà, le travail d'illustration, franchement, il est très clean, très propre. Il y a un petit sac en toile de jute avec des vraies boules en bois qui sont vraiment de qualité. Il y a un côté du coup un peu Koh-Lanta, justement, par exemple, quand ils vont aux ambassadeurs et qu'ils doivent piocher dans leur petit sac pour savoir s'ils ont la boule noire ou pas. Donc il y a un côté un petit peu immersion qui est vraiment assez sympa et qui rappelle justement l'émission. Et donc voilà, si vous adorez Koh-Lanta et que vous sentez une arme de survivant, mais quand même pas trop parce qu'il y a des limites, sachez que vous pouvez tenter cette aventure dans votre canapé avec le jeu Galerapagos, qui est très très cool. Voilà. J'avais des petites questions du coup. Tu me disais, effectivement, tu as des moments où les joueurs décident de façon random de sacrifier un tel ou un tel. Du coup, si tu sacrifies, c'est le groupe qui justement vote, je suppose. Alors ça dépend. En fin de tour, oui, si on voit que malheureusement, il y a 2 personnes qu'il faut sacrifier parce qu'on n'a pas assez, par exemple, de poissons ou d'eau, là on vote tous. Donc on compte jusqu'à 3 et on pointe en fait la personne qu'on veut sacrifier. Et la personne qui a le plus de doigts pointés devant lui, du coup, est sacrifiée. Mais il peut y avoir aussi des moments pendant notre tour où, moi, de manière random, y a une personne qui me revient pas. J'en sais rien, un revolver et une balle. Je pose mes cartes et je vais dire, tiens, je te tire dessus. Voilà. Donc ça, c'est complètement personnel. Moi, je me rappelle d'une partie, par exemple, où j'ai un de mes amis qui, à un moment, décide de poser son revolver avec ses 3 balles. Il dit, moi, j'ai un revolver, j'ai 3 balles, donc je me protège. Oh là, du coup, le tour d'après, je crois qu'il y a une autre personne qui a dit, moi, j'ai un revolver et des balles aussi, je lui tire dessus parce que je prends pas le risque de... Voilà. Donc, donc on peut aussi prendre des décisions vraiment personnelles. Dès que notre tour arrive, c'est vraiment en fonction du jeu qu'on souhaite avoir. Ok. Et côté, je suppose que la durée de la partie varie aussi selon le nombre de joueurs, parce que je me rends pas bien compte, mais tu as quand même 3 phases pour chaque personne. Ça se fait pas de façon simultanée. Je suppose que tout le monde joue chacun son tour. En fait, on joue chacun notre tour, mais il n'y a pas 3 phases. En fait, on choisit. Est-ce que je vais pêcher ? Est-ce que je vais chercher du bois ? Ou est-ce que je vais chercher de l'eau ? Donc, en fait, un tour... par personne, ça peut être très rapide. C'est-à-dire, moi, je vais pêcher, hop, j'ai pioché ma boule, ça y est, on avance du nombre de rations, c'est terminé. Comme ça peut prendre un petit peu plus de temps, si quelqu'un décide, tiens, moi, je vais pêcher, mais je vais jouer telle carte, et puis là, je vais te donner telle carte à toi, etc. Et c'est pareil, comme tu disais, quand on est 12, un tour dure forcément 12 tours, parce qu'il y a 12 joueurs. Là où quand on est 3, un tour complet, c'est 3 actions différentes, donc forcément, c'est un peu plus rapide. Donc, je crois que la partie que j'avais fait à 4 joueurs, je pense que, pour le coup, en plus, on avait vraiment eu la chance ce jour-là. Je crois qu'on l'a fini en 15-20 minutes. Celle qu'on avait fait à 10, ça a été très très long. Oui. Cutrus. Oui. J'ai jamais joué. Mais j'avais étudié le jeu. J'avais pas eu le temps et j'avais regardé les règles en fait pour un cours de game design. Et je sais que c'est un jeu qui est vachement qui est très coté, quoi.
qui a l'air vraiment excellent, quoi. Tout le monde m'en parle, tout le monde me dit que c'est un super jeu d'ambiance qui joue très vite et tout ça. Donc un jour, il faudrait vraiment que je l'essaye, quoi. Puis un jour, on peut faire des coups de pute. Moi, ça me je pense que c'est un bon atout, le côté coup de pute. Ouais, le côté 12 personnes est incroyable. Enfin, surtout de 3 à 12. J'avoue que le 3 à 12, le range de joueurs est quand même assez fou. Ça veut dire que ton gameplay doit être assez flexible. Après, t'en fais combien d'affilée avant de te lasser moi, je disais, j'en ai fait une douzaine. Après, vraiment étalé sur le. Ouais, mais dans une soirée. Je pense que dans une soirée, moi, j'en ai déjà enchaîné 2. Ouais. Puis bon, après, je changeais de jeu parce que. Ouais. C'est quoi environ, allez, pour une partie de 10 personnes? Franchement, je pense en. Allez, 30-35 minutes. Ok, super rapidement. Okay. Ouais, c'est fait. Après, c'est toujours pareil, 10 ouais, personnes. Forcément. Enfin, nous, dès le début, il y en a on en a perdu dès le début beaucoup. Donc, en fait, du coup, il y avait moins d'action par tour. Si vraiment les 10 survivent jusqu'à la fin, là, je pense que tu peux compter peut-être même 1 heure. Ça doit être assez long. Puis, il y a les moments aussi de discussion, parce qu'avant qu'on vote, par exemple, alors ne votez pas pour moi, parce que on peut aussi dire, voilà, moi j'ai telle carte, je vous la montre pas, mais ça peut nous protéger par la suite. Voilà, en fait, on peut aussi essayer de mentir pour sauver sa peau. On peut dire, regardez, moi j'ai gardé ça et ça, si vous me tuez, on va perdre ces cartes-là, c'est dommage. Enfin, voilà. Il y a aussi un peu ce temps de discussion, comme il y a dans Koh-Lanta d'ailleurs, avant les votes du conseil. Donc c'est pareil, voilà. Si on tombe avec des gens qui négocient beaucoup, ça peut prendre du temps. Comme si on tombe avec des gens qui sont tout de suite mis d'accord pour qui on vote, ça peut être très rapide. Donc c'est pour ça que je disais que les parties sont vraiment très très aléatoires. Faut pas que ça dure trop longtemps parce que les gens éliminés après c'est un peu. C'est surtout que alors ça c'est un peu le point négatif entre guillemets, c'est que les gens éliminés par contre ne participent plus du tout. Parce qu'on sait qu'il y a des jeux parfois les gens sont éliminés mais peuvent continuer quand même de participer d'une certaine manière. Là, pour le coup, sacrifié, malheureusement, c'est terminé. Donc, si on a une soirée qui a d'autres personnes derrière qui font d'autres choses, c'est bien, on peut partir, aller se mélanger ailleurs. Si vraiment on est qu'avec des gens qui jouent et qu'on se retrouve juste assis à devoir attendre que la partie se termine, c'est un petit peu long. Voilà, ça, c'est un peu le petit point faible du jeu, je dirais, oui, tout à fait. Eva ? Alors, moi, de mon côté, dans ma famille, on est très, très jeux de société. On joue beaucoup, quasiment une fois par semaine, voire toutes les semaines. Voilà, tous les samedis, on joue. On n'a pas Galérapagos. Étonnamment, ça m'étonne parce que du coup, si tu dis en plus qu'Etrusque, il est connu, moi, j'en avais pas du tout entendu parler. Ouais, il est assez. Il est souvent. Après, nous, on est une famille nombreuse. Je sais pas si vous saviez. On est 8 enfants à la maison, par exemple. 8 grands enfants. C'est un petit peu. C'est parfait. Donc avec mes parents, si on joue, on est 10. Alors, je ne raconte pas les parties, la longueur des parties. Par contre, on serait totalement du genre à se faire des coups de pute tout le temps. Il n'y aurait pas de stratégie, il n'y aurait pas de « Ah non, on essaie tous de survivre ». Je connais très bien mes sœurs, je connais très bien mon frère. Et je pense que ça pourrait être justement encore plus drôle, voire un peu énervant à un moment. Parce que le petit frère qui va te tuer pour rien, tu vas te... Voilà. Mais ouais, je vais clairement en parler à mes sœurs. Je dis mes sœurs parce que mon frère a 11 ans. Mais voilà, je vais clairement en parler à mes sœurs pour le prendre. Parce que ça m'intéresse beaucoup. Pour revenir sur ce que tu disais, en effet, moi, la partie à 4, où justement, ça a été très facile, on s'en est sorti. On a terminé la partie, on a fait, voilà, super. Que la partie à 10, où vraiment, il y a eu des coups de poignard dans le dos partout. Je pense que c'est sur en fait, c'était vraiment très, très drôle. On en a parlé. Le côté aléatoire et le côté pute, où vraiment, tous les coups sont permis. Parce que moi j'ai vraiment un jeu en tête qui a la même méca mais qui est je crois max 4 joueurs et alors c'est un tout autre format, c'est de la pure coop et c'est quand même genre 2 heures par partie. Mais c'est un gros setup où voilà, t'as effectivement toute cette phase de collecte de ressources. Derrière, tu dois te créer un abri parce que forcément, tu as des notions d'intempéries. Tu as aussi des animaux sauvages qui t'attaquent en phase de jour, phase de nuit. Et tout ça, tu dois survivre. Et en fait, je crois que tu as plusieurs scénarios. Tu as 6 scénarios dans la boîte où vraiment tu as un côté, tu as un lore, tu as un fil conducteur, tu as des objectifs qui sont différents. Et tu as un côté aussi exploration avec des tuiles que tu poses au fur et à mesure et où tu découvres des biomes ou des ressources que tu peux récupérer. Mais ouais, c'est la même base de gameplay, mais avec une autre audience, quelque part. Mais ouais, ça m'a fait complètement penser à ça. Mais ouais, je pense que Galérapagos, c'est plus ce côté pute
qui est vraiment qui fait vraiment le charme du truc. Pour comparer l'émission, on aime quand ils se tapent dessus, oui, voilà, c'est ça, exactement. des alliances, ils se trahissent, c'est ça. ce qui fait parler le plus. Moi, je me souviens, le lendemain de ces parties-là, certaines personnes qui se renvoyaient des pics. Non, mais de toute façon, tu m'as tiré dessus hier. Bon, voilà, ça fait partie aussi. Toujours. C'est extrêmement drôle. Donc oui, je suis assez d'accord sur le fait que c'est plus marrant quand ils prennent les petits coups de poignard dans le dos. Eh ben, merci Célia, c'était Galerapagos, un jeu d'ambiance créé par Laurence et Philippe Gamelin, édité par Gigamic et disponible dans vos boutiques ludiques autour de 22 €. Je suis sûre que vous l'avez oublié, qu'il fallait penser à des coups de cœur. Non, pas du tout. La mauvaise langue. parce que Truss a déjà fait le sien de toute façon pour rappel. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu n'auras pas le droit à ton coup de cœur. Ok. Oh. C'est vrai non. Mais non. C'est vrai ou ça t'arrange? Juste comme ça. Et on va commencer du coup par Célia. Alors mon coup de cœur, c'est une série Netflix qui s'appelle Ratched. C'est une série qui a été diffusée, qui est toujours diffusée d'ailleurs, depuis fin 2020. Elle est développée par Ryan Murphy, à qui l'on doit American Horror Story. C'est une série que j'adore. Avec Paul... Exactement, oui. Avec Sarah Paulson, que j'aime beaucoup. Si vous avez lu le roman Vol au-dessus d'un nid de coucou de Ken Kesey, vous connaissez forcément le personnage de l'infirmière Mildred Ratched. C'est sur elle qu'est basée la série, notamment sur sa vie avant justement les événements du roman. Donc c'est super intéressant parce qu'on comprend comment elle est devenue un des monstres les plus célèbres de la littérature et du cinéma justement. De mon côté, j'ai pas encore terminé tous les épisodes, mais j'adore le style de la série. C'est filmé avec minutie, les couleurs et les tenues sont vraiment soignées, les décors nous plongent dans une ambiance rétro qui est vraiment très très cool. Sarah Paulson, qui joue justement l'infirmière Ratched, elle est incroyable. Bon, moi déjà, j'étais fan d'elle dans American Horror Story. Ce rôle lui colle vraiment à la peau. Enfin, vraiment, c'est vraiment top. C'est fait pour elle. Donc, si vous aimez les ambiances un peu malsaines, un peu oppressante, les histoires un peu dérangeantes et folles à l'American Horror Story, vraiment, je vous conseille cette série qui est très très cool. Voilà. Très belle. Trop bien. Ouais. La photo est ouf. La photo est ouf. C'est exactement. On aime ce qui est dérangeant. Ce soir, complètement là. Eva, ton coup de cœur. Alors, moi, ça va être encore un roman, mais pas du même genre. On est plus sur du thriller pour le coup. D'ailleurs, j'avais hésité à en faire la chronique. Après, je me suis dit non, on reste sur Hergé et Laurier parce que quand même, ça faisait longtemps. Je voulais la faire justement en février avant de ne pas pouvoir venir. Alors, c'est un roman qui s'appelle Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Peut-être que vous le connaissez. Il a eu beaucoup de coups de cœur libraires. Enfin, moi, je l'ai pris comme ça. Grâce aux suggestions. Pour le pitch, c'est un homme qui a 26 ans, qui est atteint d'Alzheimer précoce. Et il apprend ça. Donc, forcément dégoûté, il se dit, bon, j'ai pas envie d'aller dans des hôpitaux, j'ai pas envie de faire des traitements qui vont servir à rien. Je sais qu'il me reste 2 ans à vivre. Je vais me prendre un camping-car et je vais partir faire le tour de ce que je peux faire, partir pour un ultime voyage. Et il va poster une annonce sur un site, petiteannonce.fr, quelque chose comme ça. Et il va demander... est-ce que quelqu'un recherche compagnon pour un ultime voyage? Donc, est-ce que quelqu'un serait chaud pour revenir avec moi? Je suis atteinte d'Alzheimer, donc vous allez devoir, à un certain moment, peut-être pas me prendre soin de moi, ni me soigner, quoi que ce soit, mais voilà, vous allez devoir supporter des blackouts. Et puis, il se dit, bon, je balance ça comme ça, mais personne ne va me répondre, quoi. Et il reçoit effectivement une réponse, contre toute attente, d'une jeune fille qui dit « Écoute, moi je veux partir, je me présente, je ne parle pas beaucoup, je m'appelle Joanne, je suis végétarienne et quand est-ce qu'on peut se rejoindre ?» Lui, il est un peu sous le choc, il se dit « Mais une fille en plus, elle n'a pas peur, genre, je suis un mec, on ne sait pas ce qu'il peut... » Et puis, en fait, c'est toute l'histoire de leur voyage, de leur périple. On en apprend beaucoup sur son histoire à lui, sur son histoire à elle, ce qui fait que son caractère est comme ça, parce que c'est une fille très, très calme. Au début, il se dit, bon, ça va être super chelou, elle parle jamais. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée un peu éclatée de... J'aurais pu partir seule, j'aurais fait ma life et tout. Là, je me retrouve avec une fille, c'est pas vraiment d'accompagner et tout. Et puis finalement... L'histoire se développe, forcément, ils se rapprochent, ils se dévoilent un petit peu chacun, et c'est ultra émouvant, sad à mourir. Hein. Par contre, là, on est vraiment sur le thème sad aujourd'hui. C'est sad à mourir, et franchement, je pleure rarement devant des livres, mais vraiment très rarement.
Et là, j'ai fini le livre la semaine dernière. J'ai fondu en larmes sur le dernier chapitre, mais fondu comme jamais. Vous savez, le fondement de larmes où vous avez la gorge serrée et vous n'arrivez plus à respirer à un moment, comme ça. Et ma sœur, elle passe, elle fait qu'est-ce que t'as et tout. En plus, en ce moment, c'est une période un peu bizarre pour moi, personnellement. Et du coup, elle pensait que c'était encore dû à ça. Et je lui dis non, mais c'est le livre, là, c'est le livre. Et il est vraiment extrêmement émouvant. C'est le terme, extrêmement émouvant. Donc, si vous avez envie d'un livre très poignant, c'est un peu dur parce que forcément, ça parle d'Alzheimer. Donc, on voit aussi ces moments de blackout. On voit un peu plus tard, qu'il a l'impression que Johan est en fait sa sœur. Il a l'impression d'être en CM2 alors qu'il a 26 ans. Enfin, c'est très, très dur à lire. Mais ça vaut vraiment le coup. C'est extrêmement émouvant. Très, très beau livre. Vraiment coup de cœur. Ça donne envie, en tout cas. C'est bien ces 2 bouquins à acheter. Oui. Cutrus. Ouais. Vous voyez les pubs nulles Je deviens. Non, un coup de cœur pas très original. De la musique que j'aurais bien fait peut-être en chronique, mais c'est pas assez chelou pour ça. Non, que moi, des trucs chelous. Non, je voulais vous parler de Moderate. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'électro-allemande. À la base, il s'appelait Apparat, mais il a appris. Oui, ok. Oui, mais il était tout seul à Apparat et après il s'est mis avec 2, je n'ai pas retenu les noms, 2 personnes aussi, des stars de l'électro-allemande, et ils ont fait Moderate derrière. Et ça date, c'est 2003, puis 2009, puis 2013, je crois. Et c'est pas compliqué, les albums s'appelaient Moderate 1, 2, 3. Sauf le dernier album, et c'est pour ça que j'en parle, qui est sorti il n'y a pas longtemps, il y a un mois, qui s'appelle Even More Data, parce qu'en fait, il y a un morceau phare de Moderate qui s'appelle More Data. Et si vous ne connaissez pas du tout, je vous invite absolument à l'écouter, et surtout les gros titres genre Rusty Nails et More Data. Et si vous connaissez peut-être la série Dark, et le générique, c'est... Alors, je ne sais plus si c'est Apparat ou Moderate, mais bref, pour moi, c'est les 2. Et voilà, moi, c'est un groupe, c'est 2 groupes, on va dire, que j'écoute assez régulièrement pour bosser. C'est assez mortel et puis c'est vraiment assez génial. C'est de l'électro cool. Ouais. Voilà. Donc, c'est pas l'électro boum 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 de l'EDM, mais bon, même si c'est un grand classique parmi les fans d'électro, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le conseille vivement. Et ben ouais, ça tombe bien parce que le lien est en description de cet épisode. Oh non, ça fait encore un lien à mettre. Oh là là. Et voilà, c'est ta faute. Moi, je retire ce que j'ai hâte de voir ton lien des pubs nuls en tout cas. Je peux, oui, faut que je recherche. Clair, il faudra que tu trouves la ref. Il doit y avoir un fan club, sinon je le fais. Ah, c'est sûr. Il doit y avoir un Discord. Ouais, c'est clair. C'est clair. Oui, c'est vrai. Mais oui, tous les liens de toute façon de toutes ces chroniques, et, de tous vos coups de cœur seront en description de cet épisode. Quick récap des chroniques qui ont été chroniquées. Ça fait beaucoup de chroniques. Durant cet épisode, Célia nous a donc parlé de Galerapagos, un jeu semi-coop créé par Laurent et Philippe Gamelin. Laurence. Bouton pour moi. Cutrus nous a parlé de Dredge, jeu vidéo développé par le studio Black Salt Game. Et Eva nous a parlé d'une saison pour les ombres, un thriller signé par R.J. Ellory aux éditions Sonatine. Avant tout, petit rappel, comme d'habitude, vous savez que le Contrecast fait partie du vaisseau Hyper Sans Sas, association qui se finance via un Patreon dont vous filera le lien. Oh, j'y arrive pas avec cet enchaînement de phrases alors que je la fais depuis 20 épisodes. En description, si jamais vous voulez encore une fois nous soutenir ou soutenir même un podcast du même label, parce qu'on a énormément de copains qui font aussi partie du vaisseau Hyper Sans Sas. C'est le moment, on prend même 1 euro parce qu'on est des radins, parce que c'est important. Non, parce que vous êtes des radins. Parce que vous êtes des radins, mais c'est pas grave, on vous aime quand même parce que vous aurez fait l'effort de mettre votre carte bleue sur le site. On vous aimera plus que ceux qui donnent rien. Exactement. Un peu plus que ceux qui donnent 5 étoiles et vachement moins que ceux qui donnent plus haut, quoi. Ouais, exactement. Et alors, si vous cumulez le tout, j'imagine même pas. Là, sur l'échelle de Cutrus, on est à 10 sur 10. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est cadeau sur cadeau. Je vais juste, avant de nous quitter, faire un petit tour de table des réseaux sociaux et actualités de chacune et chacun. En commençant par toi, Eva, où est-ce qu'on te retrouve ? On peut me retrouver sur Twitter. Alors, exav-du-bas
underscore. C'était qui ? C'était John Couscous qui n'aimait pas le tiré du bas. Oui. Alors, Exave underscore T, ça m'a marqué. Ou sur Instagram, Silly Turtle. Donc je crois que c'est Silly underscore Turtle. Ou alors le underscore est à la fin, après Turtle. Le tiré du bas, tu veux dire ? Ouais, c'est la surprise. Essayez les deux. Et si vous tombez sur un profil chelou, c'est pas notre faute. Voilà. Non, mais vous devrez pouvoir me reconnaître parce que dans ma bio, il y a marqué Exave. C'est tout ce qu'il y a marqué. Pardon, voilà, j'ai vérifié. C'est Silly underscore Turtle. Voilà. Où est-ce qu'on te retrouve, Ketrus ? Moi, on me retrouve sur Comics Outcast, normalement. Et, normalement, sinon, sur le Discord, du vaisseau hyper sans sas. Sur Instagram, de temps en temps, je poste, même si je poste un peu moins. Et je peux faire un petit peu de pub. Bah oui. Ouais. Vous me retrouvez, vous pouvez me retrouver à l'Atomic Cat, un bar un peu cyberpunk en mai et en juin. Le 11 mai et en juin, je ne sais plus ce que c'est. Parce qu'on organise des soirées un peu immersives et jeux de rôle. C'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de faire du jeu de rôle, vous pouvez juste venir boire un coup, profiter de l'ambiance assez incroyable parce qu'on a eu des participants fous avec des costumes de ouf. Genre il y a quelqu'un, ça ressemble à Deadmo, je sais pas si vous voyez le DJ, mais c'est avec des néons partout, enfin des trucs de ouf, il y a de la fumée, il y a des spectacles de feu, il y a de la bonne électro aussi. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, allez voir sur notre Facebook du Chimérarium, et puis sinon venez me poser des questions sur le Discord aussi, et j'y répondrai volontiers. Et ce sera aussi en lien de l'épisode. Ouais, le seul lien d'ailleurs, comme ça. Ça sera plus facile. Et Célia, où est-ce qu'on te retrouve ? On me retrouve sur Instagram et sur Twitter sur le pseudo Celbeb, CELBEB. Ça me refait penser à l'épisode précédent où John Couscous a dû épeler derrière. J-O-H. Cousse. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on fasse renommer John Cousse. Ah oui, mais U-S-S-E, C-O-U-S-S-E, s'il vous plaît. Il y a John Secousse, c'est aussi dans une vie intérieure. On mettra toutes les déclinaisons différentes à chaque épisode. Et du coup, vous nous retrouvez, nous, le Contrecast, sur Spotify, Podcast Addict, Podcast Addict, Apple Podcast et autres plateformes musicales dans vos oreilles et plein d'autres, voilà. Partout, à peu près. Et là, je vais poser une question. Est-ce qu'on a la fameuse blague pour clôturer cet épisode 52 ? Ah, c'est chaud là. Je sais pas, mais peut-être qu'on peut faire un truc par rapport à la balle perdue pour la Creuse tout à l'heure. C'était tellement gratuit. J'avoue. C'était pour imager ? Oui. Vas-y. Non, c'était juste une idée. Ah, parce que je crois qu'il y avait un numéro dans la Creuse. Mais je connais même pas le numéro de la Creuse. Moi, je suis nulle en géographie. Alors... Il y a combien de lettres dans Creuse ? 6. Ouais, voilà. On enlève le dernier. Tu te rends compte, c'est même un département qu'on ne veut pas utiliser pour la blague. Et c'est chaud. Là, c'est chaud. Là, on enchaîne tous les fails possibles. Exactement. Mais dans Paris, il y a 5 lettres. Et ben voilà, comme le nombre d'étoiles à mettre sur podcast à 10. Spotify, Deezer. Non, Deezer, c'est un cœur. J'ai pas mis Deezer. C'est un cœur, c'est un petit cœur. C'est un cœur sur Deezer, il n'y a pas d'étoiles. Ah bon ? Ouais, tu t'abonnes et tu dis que tu nous kiffes. Bah, dans tous les cas, là où vous pouvez voter, vous mettez le max. Ouais. Essayez de bien cliquer, parce que c'est important. Ne vous ratez pas. Non, mais sérieux, faites-le, quoi. Mais non, parce que là, je les vois, ils sont en train d'écouter, et en même temps, ils sont sur Instagram en train de regarder des reels de meufs en train de se déshabiller ou machin, là. Oh, tout de suite. Là, tu passes là. Mais non, mais écoute-moi, putain, écoute-moi. Là, tu passes, là, tu cliques, putain. Tu le vois pas, là ? Il clique pas. Tu le vois pas ? Clique, là, tu vas sur, tu vas sur ton truc et tu mets 5 étoiles. Voilà, c'est bien. Clique surtout si tu habites dans la Creuse. Maintenant, tu vas sur Patreon. Pour tous ceux qui habitent dans la Creuse, mettez-nous 5 étoiles. C'est vrai. Et ben voilà, c'était l'épisode 52 du Contrecast. Merci pour votre écoute et on vous dit à la prochaine. Salut. Hello. Non, pas hello, du coup, non. Au revoir. Non, salut. Je me suis Épisode 53. Non, toujours pas. 54. On n'enchaîne pas ? Ah. Okay. Vive la Creuse. Fin de transmission.